Hello! Bienvenue à Hockey sans limite, l'émission du 1er janvier 2017. Oui, Hockey sans limite, le seul show où on travaille gratuitement une journée fériée, mais vu que nos panélistes sont exceptionnels, à part peut-être Mike, là, mais ça on en parlera une autre fois, j'ai décidé que vu que vous travaillez gratuitement, ça sera temps double pour tout le monde aujourd'hui. Oui, au diable les dépenses. Alors, à HSL, on est là pour nos panélistes. Mais merci à nos fidèles auditeurs d'être là sur le chat. Ilaï Laguedaï qui est là à l'animation aujourd'hui. Mais inquiétez-vous pas, Yannick est pas trop loin. J'espère que vous n'êtes pas trop hangovers. Parce que moi, je suis un peu hangover ou pas. Ça dépend. J'ai été très sage même. Mais je sais pas. Je vais avoir un extrait. Ça a l'air que Yannick a un extrait sonore de moi hier soir. Yannick, est-ce que tu peux nous jouer ça? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. En tout cas, je sais pas si ça prouve. Juste pour rappeler que t'as pas eu la bonne prédiction hier. Je pouvais pas l'avoir, hein? Hey les boys, 2016, c'est fini. Yes! L'année des feux à Fort McMurray, l'année qui nous a pris David Bowie, Prince, Mohamed Ali, Leonard Cohen, l'année de la blessure à Carey Price. Ouais. 2016, l'année où Donald Trump est devenu leader du monde libre. Puis cette seule nouvelle-là est plus comique que le bye-bye d'hier. Mais ça, c'est personnel, on en parlait tantôt. Ouais, il était temps que 2016 finisse. Bienvenue 2017 et surtout bienvenue à notre exceptionnel panel qui est là aujourd'hui. Et non, je ne dis pas ça seulement parce que Mike n'est pas là ce soir. Je le crois vraiment. On a de très bons panélistes comme toujours et je vais les saluer. JD, bonne année à toi. Comment ça va? Bonne année, Élie, ça va très bien. Bonne année à tout le monde. Ça va super bien. Je veux dire, 2016, je suis content que ce soit fini. Là, on va arrêter de perdre des vedettes un peu partout dans le monde de la musique. Parce que là c'est rendu... Aujourd'hui, là, je me sens un peu comme un général. Tu sais, Gallagher comme à la guerre. C'est assez. J'ai pris une gorgée en plein milieu de... J'aurais pas dû, ça c'est ça. Et je travaille moins peu comme on peut, tu sais. On a aussi... il y a Samuel qui est malade aujourd'hui, on doit le dire. Petite nature, la jeunesse, le futur de HSL qui est pas trop fort sur ses pattes. Ça fait qu'il a été remplacé à pied levé par notre vétéran Daniel. Comment ça va, mon Dan? Bonne année, d'ailleurs. Vétéran, j'aime ça. Hey, bonne année, Élie. Bonne année, vous autres. Bien content d'être avec vous autres. Puis, m'a dire un peu comme j'ai dit. Enfin, 2016 est terminé. Je te dirais que c'était une année assez pleine de à peu près n'importe quoi dans mon cas. Puis je suis bien content que ce soit fait. Là, 2017, on repart à 9. Puis quoi de mieux que de faire une émission un 1er janvier? Regarde, moi, je suis bien content d'être avec vous autres à soir. Payer 0$ temps double. En plus, écoute. Hein. Et pour terminer, je l'ai gardé, c'est la cerise sur le Sunday. C'est bel et bien Yannick, votre Yannick qui est aujourd'hui au panel. Comment ça va? Bonne année à toi, mon cher Yannick. Comment ça va? Ah ben, ça va bien. Bonne année. C'était le relax. J'ai dit, je vais essayer d'avoir une nouvelle résolution en 2017, d'être moins paquet de nerfs puis de moins poignée de nerfs, mais ça marchera sûrement pas. Ça va durer 5 minutes comme toutes les résolutions du nouvel an. Ah, exactement. Je suis fatigué un peu. Pas que j'ai foiré parce que je bois pas, je vais le donner à tout le monde. Puis contrairement à vous autres, moi j'ai eu quand même une belle année 2016. Il y a eu des épreuves, mais pour moi dans la vie. T'es pas mort, c'est déjà ça. Ouais, à la base, hein. Mais pour moi dans la vie. Les épreuves t'as fait grandir, puis je pense que j'ai grandi cette année, fait que moi, vivement 2017, mais je suis content de 2016 pareil, moi je peux pas, à part si ça continue en 2017, tu vas pogner 5 et 10? Logiquement rendu à 40, ça se pourrait que je drop à 5 et 8, je sais pas. Hey, Yannick, tu dis que t'as des résolutions? Moi, ma femme m'a pas dit mes résolutions encore. Ah non? Et voilà. Ça s'en vient, inquiète pas, la liste s'en vient. C'est pas le Père Noël, ça, par exemple, mais c'est aussi important de suivre la liste. Les femmes, j'ai dit, tu peux pas leur demander de résolution. Ils les font au fur et à mesure, eux autres. Ouais, c'est ça. Elle ne les a pas donné encore, fait que ça fait une journée de repos. Hey les boys, avant de commencer, on va parler du match d'hier, mais j'aimerais souligner à nos auditeurs que vous pouvez nous appeler aujourd'hui les dimanches. Vous pouvez toujours nous appeler sur Skype. Vous avez juste à rechercher Hockey sans limite avec un S.
vous nous ajoutez, puis on va vous ajouter au fil de la conversation quand on va avoir le temps. Mais soyez pas gênés, on est là pour ça. Les dimanches sont là pour ça. On va commencer avec un retour sur le dernier match. Écoute, le Canadien qui a perdu 4-3 en prolongation. Un match quand même très, très... moi, j'ai aimé le spectacle. J'ai trouvé que c'était un match intéressant à checker. J'en discuterai pas trop. Je vais vous lancer premièrement. On va faire un tour de table avec vous autres. Qu'est-ce que vous avez pensé du match d'hier? Je vais commencer par toi, Daniel. Écoute, c'était un match, là. Tu sais, on était chanceux en bout de ligne d'avoir un point. Tant qu'à moi. On en parlait tantôt. Là. Écoute, les Pingouins, c'est toute une machine. Puis nous autres, on a une équipe très décimée. Là. Price nous a vraiment gardés dans le match. Écoute, le nombre d'arrêts spectaculaires qu'il a fait, on s'attend, on a eu beaucoup de tirs. On a eu autant de tirs quasiment que les Pingouins, sauf que c'était pas pareil. Là. Les chances de marquer, là, écoute, là, ça n'avait pas de sens des fois. Crosby, il était partout. Non, sérieusement, je pense, écoute, moi personnellement, je suis content qu'on ait eu un point. Au moins, on l'a travaillé, ce point-là, en tabarnak. Là. Comme j'ai dit tantôt à l'avant-show, on peut dire que ce point-là a été cherché hier. C'est comme le point qu'on a perdu à Tampa Bay, parce qu'on s'entend que c'est un point qu'on avait perdu. Ben, je suis pas tellement d'accord, parce que c'est encore un match qu'on gagnait, qu'on a perdu en fin de rencontre. Puis ça, c'est un match qu'on méritait pas. À la base... On méritait pas, mais on aurait pu gagner pareil. Je comprends, mais à la fois, tu sais, ça tournait tellement autour de Price que je regardais la game, là, puis je me disais... C'est indéniable qu'ils vont scorer. Il y a trop de paille. Mané, il a utilisé Kessel avec Malkin puis Crosby, puis il était pogné contre le trio de McCarron. J'hallucinais. McCarron, Barberio, puis... tu sais, t'as pas eu le dernier changement, là. Hey, man, j'étais là, ça tournait dans la zone, man, là. Tu sais, Mané, faut que tu te rendes à l'évidence. Canadien, on n'a pas l'équipe... En santé, là, je pense qu'on serait capable de rivaliser beaucoup plus. Mets un Galchenyuk dans l'alignement, mets un Markov à la ligne bleue, envoie un chat qui peut déranger, ça change la game pas mal. Les autres, il leur manquait un défenseur. En fin de compte, Mata était là. Mata qui était malade, il était pas supposé de jouer, mais en fin de compte, il a joué. Le temps revenait au jeu. Tu rajoute deux de leurs top 3 défenseurs. Il était hallucinant, tu dis. Il a manqué 7 matchs, puis il joue comme s'il jouait comme un All-Star qui avait pas manqué de match. J'ai halluciné hier, là. Moi, personnellement, je pense que c'est un gros point au classement, mais un énorme point. Ces points-là vont être importants à la fin de la saison. Ouais, toi, JD, comment t'as vu le match d'hier? Est-ce que t'as la même opinion qu'Yannick? J'ai trouvé que l'effort, moi, je lui donne un A+ pour effort. Je veux dire, ça n'a pas d'allure, ces gars-là. Là. Je veux dire, ils faisaient face à Crosby, Malkin, ça venait en vague, chose... de la résilience. Tu sais, c'est une équipe qui était en santé avec le temps qui est revenu. Là, il leur manquait Matt Murray, mais ils ont quand même le gars qui était numéro 1 il n'y a pas longtemps. C'est leur équipe d'un but. Puis tu regardes le premier centre du Canadien, c'était Dano. Le deuxième centre du Canadien, c'était Mitchell. Après ça, tu avais Plekanec. Puis après ça, tu avais McCarron. Tu compares ça là, avec les deux premiers trios de l'autre bord, là, avec Crosby sur un trio, puis Malkin sur l'autre. Mais je vais vous dire une chose. Je dis pas ça souvent. Là. Vous m'entendrez pas dire ça souvent. Mais je trouve que le match d'hier a été perdu à cause de l'arbitrage. Ouais, moi aussi. Je suis d'accord la punition sur Byron, là. Ça n'avait pas de sens. Un gars de 200 cleaves qui se fait tourner de même avec le bâton qu'il l'a même pas accroché, mais il a vendu la punition. Moi, j'en revenais pas, surtout avec une minute quelque chose à faire. Puis juste avant. Puis en plus de ça, là, le trop d'hommes sur la patinoire, là, c'était quand même un 2 contre 1, là. Puis, il me semble qu'il était proche, là. Ça, c'est une question de jugement. Puis ils ont décidé de le donner, la punition, en overtime. Mais à un moment donné, là, je veux dire, assez, c'est assez. Là. Ben, c'est sûr, les Pingouins étaient en arrière. Donc, théorie du complot. Là, mais écoute, les Pingouins étaient en arrière. Là, je me suis dit, voilà, ils ont décidé de le donner à la game. Crosby a dû broyer. Fait que, bon. En première, je pense que les punitions étaient méritées en première. Je pense que le Canadien a réussi à s'en sortir de là avec 1-0, avec 3 désavantages numériques contre. Mais en troisième période, là, juste avant le jeu que JD vient de mentionner de Byron, là, Radulov rentre dans la zone, il se fait trébucher, c'est évident. J'ai fait no call. Puis après ça, j'ai vu le call de Byron, j'ai dit non, là il me niaise. Là, c'était clair. Plus que ça. Là. Regarde quand. c'est quoi son nom, numéro 15, là, le petit nouveau joueur? Terry, un autre exemple, ça aussi. Quelqu'un qui a slashé son bâton hors des mains. Il a eu la même punition contre le Canadien plus tôt dans le match. Ouais. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut que tu l'appelles ces deux bords. Ça, c'était juste avant la punition à Byron. Là. Ouais. Mais tu sais, c'était quand même... Moi, j'ai trouvé que c'était le fun
parce que c'était comme vitesse contre vitesse. Puis c'est certain que là, on a vu c'était qui était pas vite chez le Canadien. Je pense d'ailleurs, c'est le défenseur Ryan Johnston, celui qui vient en bas. Là, il s'est fait déculotter une couple de fois. Là. Il est assez rapide, Johnston. C'est juste que Kessel, il est en pleine vitesse. Puis, ouais, mais Johnston en partant défensivement. Là. Ouais, je l'ai dit l'autre fois à la dernière émission. Ouais, je savais mais pas ce qu'il faisait là. à la base, il joue quand même pas pire. Bon, hier, il a joué 5 minutes 38, là, on va se le dire. Là. Il a eu ouais, mais c'est partout. Ça, mais il a eu l'air fou pendant 5 minutes. Ce chiffre-là, je te dirais que quand j'ai vu que c'était Kessel, puis quand j'ai vu Johnston, son 11 viré, j'ai fait « Oh boy, il passe. » Je le savais, là, tu sais. Je te dirais que de la manière que Johnston était placé, qu'il n'y a pas un défenseur du Canadien qui aurait pu servir de bord pour l'arrêter. Ça aurait pu être Emelin, ça aurait pu être Petrie, ça aurait pu être Nomley. Le seul peut-être qui aurait pu juste le cross-check à terre, c'est Weber. Weber ou Emelin peut-être, là, un cross-check dans le dos, mais il y aurait eu une punition, mais... Ouais, mais c'est mieux qu'un but. Ouais, ça reste un des plus rapides de la ligue, là, faut le dire. Là, quand il est déjà en impulsion puis il est déjà parti, là, il est terriblement dur à arrêter. Là. Mais c'était un match qui était quand même bien séparé. Chaque équipe avait beaucoup de tirs. Je pense c'est juste en deuxième, on a senti le Canadien qui ont eu 18 tirs contre 14 pour Pittsburgh. On a senti que le Canadien était là, mais c'est certain qu'après ça, la machine était juste trop forte pour nous autres. Là. Puis t'as raison, dans un sens, c'est satisfaisant d'avoir le point. C'est juste que je trouve ça plate de perdre des avances. Puis ça, tu sais, je comprends, tu sais, dans les circonstances, puis regarde, c'était quoi, on avait 3 matchs en 4 soirs, je pense, de sortir de là 4 points. Moi, quand on menait 3-2, là, je me disais, moi, quand on menait 3-2, je suis assis, là, puis je me disais, si on peut réussir à aller chercher minimum un point, là, asti, je vais être content. Puis je l'espérais tellement parce que je voyais Pittsburgh rouler, puis là, Price faisait des arrêts, puis faisait des arrêts. J'étais stressé aussi rendu là. Là, je me disais, aïe aïe. Moi, tout ce que je voulais, là... Ouais, ça a eu un nasty match. Hein, ouais, c'est son meilleur des ça fait drôle à dire. Hein. Il a alloué 4 buts, puis il a joué... on a vu l'ancien Price. Là. Il n'était pas lui-même dans les 2 dernières semaines, mais là vraiment, là, il a élevé son jeu d'un cran. Celui avec le biscuit, là, 2 fois, le frère en début de match, ça, c'est important. S'il prend un match, c'était le fun. C'était le fun à checker. Ouais, 2 équipes rapides. 2 équipes rapides, 2 équipes qui jouent le hockey comme c'est supposé être joué. Le nouveau style, tu sais, qui est supposé être... Ça patine. Mais Eli, c'est-tu le fun, ce hockey-là? Du hockey que, même s'ils ont eu 42 mises en échec, on va savoir qu'il n'y a rien eu de mise en échec violente. Le Canadien en a eu 28. Non, mais tu sais, mais ça c'est la seule affaire qui nous manque. C'est la seule affaire qui nous manque. Je pense que Pittsburgh a eu facilement le double de mise en échec de nous autres. Puis ça doit frôler les 40 contre 20, j'imagine. 42-28. Ouais, l'autre chose qui nous manque, je trouve, c'est le fait qu'on a Emelin puis Weber, c'est la même paire, ils se sont fait exposer hier. Parce que c'est pas les plus rapides. Puis les deux ensemble, c'est la même paire. J'aurais aimé mieux pour ce match-là. Pour ce match-là, mêler avec Beaulieu. Ouais. Beaulieu est un meilleur patineur. Ouais, puis Weber, hier, c'était pénible. Là. Puis on va l'avouer. C'est pénible depuis un certain temps. Là. Ben, il est blessé, c'est clair. C'est clair. Là. Ça fait un bout qu'on en parle. Là. Et hier, c'était... Pourquoi il y avait si mal joué hier? Moi, j'ai hier, tu voyais la différence de vitesse. Hein, on le sent pas souvent parce que le Canadien est tellement rapide qu'on a l'impression que c'est normal, mettons, quand on le voit. Mais là, hier, on a vu une équipe qui était plus rapide que nous autres parce que sur plus de joueurs, mettons. Fait que là, on a vu c'était quoi l'impact de la rapidité. Il y a des joueurs... Je pense que Markov n'était pas là non plus. Effectivement. Ben ça, on dit une chance. On dit une chance, j'ai dit, mais Chris, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, puis c'est peut-être pas la meilleure des affaires non plus à long terme pour le Canadien. C'est une chance au point de vue de vitesse. Là. Ouais, au point de vue de vitesse, parce qu'il nous manque. Ouais, mais les passes, les sorties de zone. Je voyais les défenseurs faire juste pas des tépennes, mais juste dégager dans les airs. Là. Je me disais... Des là, me disait, ça n'a pas de bon sens. Là. C'était sans arrêt. Je me disais, comment voulez-vous monter une attaque de quoi que ce soit? C'est comme un hockey défensif poche, tu sais. Ça me rappelait dans les années début 2000. Là, je me semble que je revoyais Carl Dykhouse, tu sais. Ça là, c'est une tactique pour ralentir l'autre équipe. Le Canadien l'a fait contre Columbus en début de première période. Rappelle-toi de ça, Daniel, en début de première période. Le Canadien a fait, je pense, 5-6 dégagements de suite, mais ils ont tellement tué les rythmes des... On se fait brûler dans ce temps-là. Ouais, c'était en première période. Non, mais c'était en première période. Mais tu risques de te faire brûler. Mais présentement, le Canadien, là, avec Mitchell, Dano, puis Plekanec comme troisième centre, le Canadien tire des games de 55-58% des face-offs. Fait qu'ils ont confiance
qui vont gagner les face-offs défensifs. Puis en ralentissant le jeu comme ça, ben c'est justement, si t'aurais Galchenyuk qui a 36%, puis t'aurais Desharnais qui en avait 45%, ça change la donne. Mais présentement, je pense que il n'y a pas le choix d'avoir une tactique comme ça. Quand il voit que ça tourne trop, OK, domper la POC, là, puis on va s'organiser avec le jeu défensif, puis on va retrouver notre... Parce que Columbus, le Canadien aurait pu gagner ce match-là, puis en première période, je voyais des dégagements, j'ai dit, ils sont en train de casser les rythmes, parce que les Columbus, t'as un heure d'aller absolument phénoménal. Puis on les a cassés de même en gagnant nos face-offs, puis en vraiment, quand on voyait qu'on avait rushé, on dompait. Même Pacioretty gagne les mises au jeu. Ils l'ont mis ses mises au jeu une couple de fois, puis il gagne. Impressionnant, hein? C'était impressionnant, ça. Je le sens plus alerte que Galchenyuk. Il se positionne beaucoup plus bas. Tu le vois quand il va dans les face-offs, puis c'est un gars qui est quand même assez gros. Un mané, là, j'ai vu un face-off. Plus lourd aussi, il était plus fort aussi. Ouais, puis un mané, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je l'ai remarqué, il a même pas été avec son bâton. Il a avancé son patin de la shot, puis il l'a pogné avec son patin de la pousse en arrière. Il a même pas été, normalement, les deux bâtons se collapsent. Là. Lui, il a levé son bâton, puis il a avancé son pied pour aller pogner à la puck. J'ai fait Chris, c'est des tactiques de face-off, ça là. C'est que le gars pourrait peut-être prendre des face-offs. Il devrait essayer si Mathias Brunet, ce qu'il avait dit d'essayer Pacioretty au centre, ça se demandait si c'était si fou que ça. Hein? C'était-tu Pacioretty ou c'était Radulov qui parlait? Il avait parlé de Pacioretty. Il avait parlé de Pacioretty, ah ouais? Ouais. Mathias Parce Brunet, qu'en powerplay, il est là, on va se le dire. Là, il joue centre avec Radulov et Gallagher sur la première vague. Puis on le voit prendre des face-offs. Moi, j'aime ça. Moi, je me dis, gars, hier, il y a eu quoi? Il a pris une coupe de face-off hier? Je l'ai-tu dans mes stats? Quel powerplay? Ouais. Ils ont le momentum, puis ils ont un powerplay, puis ils tuent le momentum. Il est 2 en 2. Hier, Pacioretty, il est 2 en 2. Un autre qui était le fun, c'est de voir le but de Radulov. J'en avais parlé à une couple de shows, puis je me disais, attendez-vous à ce qu'il se dégêne, puis il commence à prendre plus de shots, puis que sa production s'égalise un peu plus, dans le sens qu'il fasse un peu plus de buts que de passes. Puis on le voit dernièrement, il prend plus de shots, puis hier, c'est exactement ce qu'on veut qu'il fasse. S'il commence à shotter, ben le gars, il a du talent là, all around. Là. Il a une bonne shot aussi, là, puis il a une bonne accuracy. Ça fait que si lui commence à prendre des shots puis à se sentir plus à l'aise, qui se sent moins redevable face aux autres parce qu'il vient d'arriver, là, puis au début, tu veux bien faire puis redonner la puck à tout le monde pour être, là, s'il commence, lui, à tirer, ben là, ça va mettre les défenseurs des autres équipes sur leur talon. Là. Ils ne sauront pas sur quel pied danser, mais je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça le fun. C'était son, je pense, 3e but sur la route seulement cette année. C'est pas important. Moi, je pense que dans le timing, c'est intéressant que Radulov développe ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est-tu le fun à regarder jouer, lui, ça, là? Je regardais ça l'autre soir. Moi, je n'étais pas de l'avant-match hier, donc, mais sur le but de Gallagher, le gars était vraiment content pour Gallagher. Tu le voyais dans la face, je veux dire, ce sourire pas dedans, là, qui est... tout le monde tombe en amour. On dirait un enfant. Puis, je suis d'accord avec toi, Élie. Je veux dire, le gars, c'est peut-être son 3e but sur la route, mais le gars joue aussi fort, aussi bien sur la route. C'est un gars talentueux qui travaille aussi fort que Gallagher. Ouais, c'est un grinder de talent. C'est rare. C'est ça. Tu regardes, j'en ai parlé avant, là, mais notre ancien 27, là, Kovalev, là, que tout le monde aimait, il est à l'âge comme un... Je dirais pas quoi. Mais tu te dis, tu vois Radulov, c'est complètement le contraire. Ouais, c'est pas le même genre. Je suis très impressionné. Tu comparer ça? À Mané, il a rentré un gars dans la mise en échec dans le coin, là, le gars a revolé. Là. Tu peux-tu comparer un peu, là, je dis bien un peu, à TJ Oshie avec les Capitals de Washington? Le même style de gars, de travailleur acharné, qui a des skills. Il est capable de frapper, qui va encaisser. Il n'y en a pas beaucoup de ce style-là dans la ligue, mais TJ Oshie... Il est plus talentueux. Ouais, c'est ça, mais c'est dans le même style un peu. Mais le style, ouais, je suis d'accord. C'est vrai, ça ressemble. C'est des joueurs qui sont fatigants parce qu'ils sont dangereux dans... Tout le temps, tu sais. Des coins forts en contrôle de rondelle. Tu sais, dans les coins, c'est des gars qui sont durs à jouer contre, qui ont toujours la pédale au plancher, qui vont connaître des... Parce que c'est des gars qui sont toujours la pédale au plancher, qui vont connaître certaines baisses de régime de temps en temps. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas un athlète professionnel qui connaît 82 bons matchs dans une saison. Nommez-les, même les plus grands joueurs. Là. McDavid, ça va pas mieux présentement à Edmonton, on va se le dire tout de suite. Il connaît des matchs assez so-so de cet incite. Puis c'est normal, ça. Quand même premier de la ligue. Y a-tu dépassé Crosby? Ouais.
Regardez Ben, Crosby, mais Crosby va finir en avant de lui. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Crosby est beaucoup mieux. Ben, pas qu'il est mieux entouré, juste qu'il y a une meilleure équipe devant lui. C'est ça la différence. Parlant de Grinder, là, on a appris aujourd'hui dans les dernières nouvelles avant le show que Bobby Farnham était monté, Andrighetto était redescendu. Bobby Farnham qui est un petit, disons là, un petit agitateur, un gars qui est capable de faire de la merde, capable de répondre aussi à sa merde, même si c'est un petit format. Est-ce que vous pensez que ça peut être quelque chose qui va aider le Canadien à court terme? Daniel? Écoute, moi je pense que sa venue va faire en sorte que il va peut-être ajouter l'énergie qu'on a perdue depuis que Shaw n'est plus là. Shaw, là, c'est un grinder, il essayait tout le temps, il frappait, il faisait tout. Là, c'est une énergie qui est contagieuse. Ça. Farnham, c'est un peu un genre, écoute, c'est un agitateur, ça n'est un qui va les prendre les coups, il va y manger les bandes littéralement, mais il dérange, mais il fait pas juste, il est capable de répondre à ce qu'il fait. C'est pas un gros batailleur, mais s'il y a quelqu'un qui veut se battre, il va se battre. Il est tout petit, là, mais c'est pas grave. Il y a du chien, ce gars-là. Mais j'ai juste hâte de voir. Il a tendance à prendre des pénalités stupides. Fait que j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça va donner en général. Là. Mais c'est pas grave. Je pense qu'en bout de ligne, ça va donner un petit vent de fraîcheur, là, juste sur le plan énergie au minimum. Là. Il va être le fun. Les fans ils vont l'adorer, ce joueur-là, justement, parce qu'il se donne. Là. C'est un genre de Steve Bégin, sérieusement. Là. Yannick, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi, je pense qu'il va être aimé, lui. On a aimé Brown l'année passée avec les Canadiens. Hein? Ben, c'est le même genre de joueur avec plus de talent. Il est moins tough. Il est moins tough, ouais, à la base, mais il a peur de personne. Il va dropper contre n'importe qui. Hier, ça a bardé dans les américaines. Stéphane Matteau a eu 3 bagarres. Il s'it fait éjecter de la game. J'ai vu ça. Écoute, si Matteau devient ce genre de joueur-là, capable de dropper... Capable, Matteau, il est gros, là. S'il devient ce genre de joueur-là, là, ça pourrait être un Clutterbuck peut-être, là, en moins productif, là, mais le genre de gars qui va être intense, qui a un bon coup de patin, qui va frapper, qui va être capable de dropper. On va espérer, on va se dire tout de suite, là. Mais présentement, mais reste sur Bobby, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je suis content. Moi, je pense que si tu me donnes le choix entre lui et Andrighetto présentement avec l'alignement du Canadien, c'est juste la différence, c'est que Andrighetto, il y a même s'il est petit, il n'y a pas une game qui est physique. Puis Farnham, il y a une game qui est physique. Puis je pense que cet aspect-là pour la 4e ligne, avec un McCarron puis un Carr, ça pourrait aider. Moi, je vois Farnham à la place de Terry. Personnellement, sa 4e ligne, je pense que ce trio-là va être beaucoup plus fatigant avec Farnham que Terry ou Andrighetto. Toi, JD, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact ou on le verra quasiment pas puis ça vaut pas la peine d'en parler? Je trouve que c'est pas vraiment un impape. Non, c'est sûr, on parle de 4e ligne. Non, impact, mais tu sais... La raison pour laquelle je dis ça, c'est que si c'était un gars qui était capable de s'occuper des plus gros sur l'autre bord, Farnham, là, il n'a pas peur de personne, je suis d'accord. Mais Tom Kostopoulos n'avait pas peur de personne, mais il a collé qu'il avait une face à pointe, lui. Hein? mais là, c'est pas pareil! C'est vrai. Mais je suis d'accord, par exemple, que quand le chat n'est pas là, S-H-A-W, les souris dansent, OK? Ils ont besoin d'un peu plus de muscles, mais je ne sais pas si vous allez en revenir plus tard dans les rumeurs, mais moi, un gars comme Landeskog, qui distribue les mises en échec, qui est physique, un gars comme ça, là, sur le top 6, là, c'est ce qu'ils ont besoin. C'est qui mange en même temps, quelqu'un qui fait le show? Ouais, il y a quelqu'un qui a une assiette. Ouais. Je pensais pas qu'on m'entendrait, désolé. Il pouvait pas le dire. C'était pas sûr, parce que là, sur Skype, on voit quand ça flash, puis là, je checkais, je voyais JD, mais JD, il parle, ça va pas être lui. Je checkais Daniel, ça pourrait. On entend l'assiette, la fourchette dans l'assiette. Ouais, j'ai fini. C'est seul, hein? Ah ouais, on est le premier, let's go. Ça boit de l'alcool, ça mange. Il est assis à table à manger sa dinde. Ah non, même pas. Un petit lunch. Les boys, je dirais pas c'est quoi. c'est ça, on aime mieux pas le savoir. Pour changer de sujet, les boys, un autre sujet qui est du jour, on n'a pas le choix d'en parler. Blessure à Subban. On a su qu'il serait out pour au moins 2 à 3 semaines. Qui vont réévaluer dans 2 à 3 semaines parce qu'il y a un hernie discale. Fait que c'est sûr qu'il ne revient pas dans 2-3 semaines.
Puis j'ai lancé la question, dans le sens, on est tous déçus pour Subban, puis on espère qu'il va se rétablir. Mais dans les circonstances, est-ce que c'est pas la meilleure chose qui pourrait arriver d'éviter le cirque médiatique quand Subban va arriver, que le Canadien se relance dans cette histoire-là, alors qu'on est déjà comme à bout de souffle, là, c'est quasiment, là, je sais pas. Je vous lance la question. JD. Ah, vas-y, vas-y. Moi, je voulais juste dire une chose. Je plains le gars qui a vendu ses billets des Canadiens et qui disait qu'il avait juste gardé la paire de billets pour au Centre Bell pour aller voir Subban. Parce que c'est pas... Vas-y, JD. T'es juste chien, man. Non, mais c'est une blessure quand même grave. Fait que je vais laisser JD aller puis j'en parlerai après. Non, écoute, peu importe de quel côté que vous êtes, du côté au point de vue de l'échange de Subban et Weber, je pense que tout le monde, moi j'aime bien chez Weber, je suis content de l'échange. Par contre, je souhaitais pas de mal à Subban, je souhaitais même d'avoir beaucoup de succès avec les Prédateurs. Donc, c'est triste de voir ça. C'est un bon jeune joueur. Est-ce que tu aurais aimé le voir jouer contre le Canadien? Est-ce que tu aurais aimé voir... Lorsque tu rencontres l'équipe, lorsque tu rencontres l'adversaire, c'est certain que dans les séries, c'est différent, là, mais en saison régulière, les gens paient pour voir les meilleurs joueurs des deux équipes. Mais les blessures font partie du hockey. Pour moi, c'est certain que j'aurais aimé mieux avoir le Canadien en santé contre les Prédateurs, incluant Subban, en santé. Ça aurait fait un très bon match de hockey. Cependant, on sait que c'est pas le cas. C'est certain que Montréal aimerait avoir Markov, il aimerait avoir Galchenyuk dans le line-up aussi, mais c'est un fait qu'ils les ont pas dans le line-up. Puis c'est la même chose pour Subban. Je veux dire, moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit pas assez sérieux pour diminuer sa qualité de jeu au moment où il reviendra au jeu, qu'il y ait eu une opération. C'est sûr. Ouais, parce que il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait refusé une opération. Ben, il va attendre, mais c'est un hernie discale à un dos. J'ai deux de mes chums qui ont eu ça. Ben, au dos, excuse. Au lieu de deux. Ouais, tu sais, c'est comme, what the fuck, là, c'est le premier, donnez-moi une chance. Tu sais, une hernie discale à un dos, ça peut rendre un athlète extrêmement fragile. C'est ça qui me fait peur pour lui, puis je souhaite tellement pas sa carrière commence. On le sait qu'il était très robuste pourtant, mais est-ce que ça a rapport avec son contact avec la tête? Est-ce que c'est un disque en haut? On ne sait pas, c'est ça qu'on sait pas. Ben, en tout cas, tu sais qu'il a passé les tests, puis il s'est entraîné tout l'été, donc la blessure qu'il a subie avec le Canadien a pas de lien. Ben, ok, je dirais pas qu'il n'y a pas de lien, mais... T'sais, le trade était fait, il était fair. Il y a du monde qui dit Bergevin le savait. Ben oui, les médecins analysent des câbles. Non, faut pas capoter. Là. Mais peut-être que c'est une conséquence du hit qu'il y a eu contre la chambre de Emeline. On ne souhaite pas. Il s'est fait frapper dans le junior. C'est-tu à cause de cette mise en échec? On sait que c'est une combinaison d'actions qui, au cours de la carrière d'un joueur. Quand quelqu'un se fait mal au genou, assez souvent, là, les gars qui ont mal au genou, c'est pas toujours l'histoire d'une mise en échec. Ouais, mais tu sais que il était rugged, là. Dans le sens que quelqu'un... Oui, puis non, puis remarque qu'il frappait beaucoup avec son dos. Quand il est frappé Marchand, il inspirait le bord. Mais moi, d'après moi, cette blessure-là, c'est juste cette année que ça s'est produit. Mais c'est sûr qu'une hernie discale, ça se développe sur une période de temps. Donc, c'est très difficile de dire ça s'est arrivé alors qu'il était avec les Canadiens, c'est arrivé lorsqu'il était au Junior. C'est sûr. Fait que, pour moi, le jeu du blâme par certains fans, là, on remarque malheureusement que c'est surtout des gens qui chiolaient contre l'échange Weber-Subban qui font ça, là. Ça n'a pas rapport. Arrêtez-moi. Je veux dire qu'ils blâment le Canadien de l'avoir mal... qui disent que le Canadien le savait, ils essayent de faire mal paraître l'organisation. Tu sais qu'ils vont en avoir, qui vont dire n'importe quoi, qui vont vouloir... Mais c'est dommage, je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Arrêtez-moi ça. Écoutez-le pas, là, ceux qui nous écoutent, écoutez pas ces gens-là. C'est pour ça que je dis, dans les circonstances, mettons, si t'étais dans l'organisation du Canadien, c'est peut-être mieux qu'on n'aille pas à avoir cette confrontation-là pour l'instant. C'est certain que personne chez les Canadiens souhaitait qu'il soit blessé, mais s'il était là, alors que nous autres, on est amochés, comme on est amochés, il aurait pu très bien nous faire très mal paraître et faire très mal paraître l'organisation, qui eux autres est beaucoup plus orgueilleuse que nous autres en tant que fans. Mais moi, je pense que c'est pas le match de mardi, mais le match au Centre Bell est le plus important de ce côté-là. Ouais, parce qu'ils sont sur la route, hein? Ouais. Ils jouent à Nashville. Ouais. Okay, je pense que oui. Pour moi, là,
oui, il y aurait eu un cercle médiatique autour de Subban, surtout par les journalistes qui sont sur place, mais il y en a plusieurs journalistes qui ne voyagent pas avec l'équipe. Fait qu'imagine, lorsque les Prédateurs vont arriver à Montréal pour leur deuxième match, OK, parce qu'ils rencontrent chaque équipe une fois, avec Subban, imagine le cirque médiatique. Ça aurait été... Ça aurait été catastrophique. Ça, là, mais là, c'est ça. Ouais, mais en même temps, il va falloir le vivre. C'est ça que je me dis. C'est que faut ça le vivre arrive en pas même temps. là, ça va arriver l'année prochaine. Mais c'est peut-être le best que ça arrive pas à ce moment-ci. Ouais. Ça arrive pas cette année, c'est frais. Il y en a beaucoup qui utilisent des stats ou n'importe quoi, puis qui disent bon, Weber, mais à la fin de l'année, là, je pense qu'on est tous catégoriques pour dire que Subban aurait fini avec plus de points que Weber. C'est pas le style de défenseur, c'est pas le même genre. Là, il y a du monde qui sort des stats. Oh, mais Weber plus de points que Subban. Puis, tu sais, là, j'aime Weber, j'aime mieux Weber que Subban, mais. À un moment donné, il faut voir les choses. J'ai vu du monde traiter Subban de mais bébé en même lalade, temps, c'est comme si on crève pas l'abcès, il va continuer de grossir. Si on le fait pas là, la prochaine fois, ça va être encore plus gros. Ben, ça sera pas plus gros et ça va dépendre mais qu'est-ce qui est drôle, puis qu'est-ce qui est drôle, puis je vais laisser Daniel aller là-dessus parce qu'il en a pas parlé, mais c'est quand même drôle que personne parle du retour de Weber là-bas. C'est comme si tout le monde on parlait. Ah, attends, on n'en parle pas là, mais attends, il en parle à Nashville. Oh, il en parle là-bas. Ouais. Oh, oui, il en parle à Nashville. Ah, puis il va y avoir un hommage, il va y avoir un vidéo hommage, entendez-vous à ça, c'est clair. Là. Il a joué 10 ans là-bas. Mais Daniel, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi, la blessure à Subban, le fait qu'on l'affronte pas tout de suite, tu penses-tu que c'est un bien pour un mal? Comment tu vois ça? Ben, je te dirais bien franchement, moi, je suis un peu partagé par rapport à ça. Tu sais, j'aurais pas eu ça le voir ici, mais j'aurais vraiment mieux aimé qu'on gagne, là, s'il était là. Si on aurait perdu puis qu'il aurait marqué le but vainqueur, whatever, là, on n'aurait pas fini, là. Sauf qu'en même temps, le fait qu'il soit pas là, je me dis, ben, regarde, c'est pas grave, c'est Nashville, puis that's it, là. Moi, Subban, je l'aimais bien, mais il est parti. Tu sais, moi, j'ai même pas eu à faire de deuil ou quoi que ce soit. Je l'aimais bien, tu sais. Je me suis dit, bon, mais regarde, au début direct quand l'échange s'est fait, je me suis dit, bon, mais c'est fait, et voilà, on passe à d'autres choses. Je me suis dit, garde, il est pas là, ça va faire taire bien du monde, justement, ça en fait parler une coupe, là, mais ça va éviter, je pense, cette année, peut-être, justement, du monde qui vont inventer n'importe quoi, puis qui vont encore chialer sur les médias sociaux que blablabla, souvent les meilleurs, en tout cas. Ça va donner un break là-dessus. Tu sais, bien franchement, moi, qu'il soit là ou pas, ça reste les Prédateurs de Nashville. C'est une équipe avec du talent offensif qui a de la misère, qui cherche. Fait que je me dis, qu'il soit là ou pas, ça change rien pour moi personnellement. Là. Bien honnêtement, Subban, c'est un joueur d'une autre équipe, puis that's it. Ouais. Moi, la séparation est faite, moi. Ouais, moi aussi, c'est juste que il y a tellement eu une guerre après l'échange de monde qui soit blastait Subban pour ses revirements, pour ses ci, pour ses ça, sans savoir que le gars, c'est un gars de possession de rondelles, donc c'est logique qu'il va avoir plus de revirements. Les plus et les moins, sans comparer l'Ouest et l'Est. Moi, j'attendais de voir, le Subban dans l'Ouest sera pas pareil comme dans l'Est. C'est pas la même conférence. C'est différent, le hockey est différent. Tu sais, il y a tellement qu'on le veuille ou qu'on veut pas, là, ça va devenir quand même, ça va être marqué sur le calendrier, puis tout le monde va être plus intéressé à regarder ce match-là. Les premières fois, la première fois en tout cas, c'est certain, la première fois. Mais si le Canadien se rend à la Coupe Stanley, là, c'est peut-être la meilleure des affaires. Si le Canadien se rend à la Coupe Stanley avec Weber, ben je te garantis que l'impact médiatique du retour de Subban va être énormément moindre. Ouais. Hey les boys, le temps file. Je vais vous lancer sur deux affaires qui est arrivé aujourd'hui aussi. Alexander Burmistrov qui a été mis au ballottage. Tout le monde en a parlé. Est-ce que ça pourrait intéresser le Canadien? C'est un centre de 6 pieds 1, 180 livres. Rappelons qu'il a été repêché par Rick Dudley. Et donc, est-ce que ça pourrait intéresser le Canadien, selon vous? Yannick, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça pourrait être intéressant. 1,5 million par année, 1,55 million par année. Il y aurait peut-être besoin d'un changement d'air. On va noter que cette année, il y a une saison absolument catastrophique avec 2 passes en 23 matchs. Mais présentement, regardez nos centres, puis je sais pas s'il ferait meilleur que Mitchell. Là. J'ai pas de statistiques de mise en jeu, j'aimerais ça savoir, je vais aller vérifier pour
checker les affaires. Là. Ses chiffres sont pas excellents. C'est pas un gros. Tu sais, c'est un petit. Pour 6 pieds 1, ce gars-là joue pas comme un gars de 6 pieds 1. Tu sais, ça serait un autre petit centre dans les circonstances. Est-ce que c'est vraiment ce que le Canadien a besoin? C'est ça qui coûte pas cher. Là. Il est marqué centre, mais il y a 36% des face-off. Fait que dis-toi que c'est plus un allié que d'autres choses. Est-ce qu'il pourrait être meilleur que Terry? Est-ce qu'il pourrait être meilleur que Carr? Est-ce qu'il pourrait être meilleur... Mais on ne nommera pas Byron. On va l'oublier, Byron, là-dedans. Là. Mais tu sais, à la base, c'est Terry, c'est Carr, c'est Flynn. Il pourrait être meilleur que ces gars-là, présentement? Je sais pas. Je sais vraiment pas quoi répondre à ça. Oui, bon, je peux dire peut-être juste... ouais, excuse, je prends la parole, là, mais je te dirais bien franchement, là, de ce que j'ai pu lire de certains fans là, de Winnipeg, là, c'est que Burmistrov, là, son côté offensif, il l'avait jamais vraiment développé comme il aurait pu. À cette heure, les avantages qu'il y avait dans son cas, c'était un bon joueur d'infériorité numérique, un bon joueur de troisième trio, mettons, qui était bon sur les mises en jeu. Le problème, là, c'est qu'actuellement, là, cette saison ici, là, il est même pas bon en infériorité numérique, puis il est même pas bon en mise en jeu. Fait qu'il a comme perdu l'espèce d'attrait qu'il avait. Fait qu'il soit en balotage, personnellement, je suis pas surpris ben. Il y en a un moment donné qui l'a comparé, il a dit, garde, si vous voulez d'un centre qui est supposément défensif, qui au lieu de dégager, il dangle, là, il essaye de déjouer le monde, là, ben c'est votre centre. Lui, il fait pas nécessairement... Je pense qu'il y a un problème de QI hockey là, dans son cas. Là. Il l'a toujours eu. Fait que moi, personnellement, je suis pas intéressé pas en tout. Moi, d'après côté moi, là, pace, côté rapidité, est-ce qu'il fitterait dans le portrait? Bah oui, là, mais tu sais, ça serait pas un upgrade pas en tout sur Mitchell ou sur même sur Flynn, sérieusement. J'aimerais mieux. Mais il semble avoir une espèce de loi non écrite que quand tu mets quelqu'un au balotage, les autres dirigeants le ramassent jamais. Mais il me semble que Chris, il n'y a plus rien qui se passe. Moi, je le vois en Arizona. C'est une question de cap salarial. C'est pas vraiment de loi en tant que telle. C'est que les caps salariales sont tellement à côté. Puis il va tellement avoir de joueurs à rabais dans pas long. Que tu t'es embarqué d'un contrat d'1,5 million tant que tes blessures vont revenir, mettons, pour le Canadien, puis tu vas avoir des offres de rabais l'autre bord, ce 1,5 million-là va peut-être te couper les jambes. C'est pour ça que tu vois souvent au lieu d'avoir quelqu'un est soumis au balotage, puis après ça, tu vois un échange qui arrive une fois qu'il est éclairé. C'est pas juste le plafond salarial, c'est que chaque équipe a un maximum de contrats, de 50 contrats professionnels. Il y a plusieurs équipes qui sont déjà à 50. Fait que tu peux pas réclamer quelqu'un au balotage pour te mettre à 51, t'as pas le droit. Pour ce qui est pour répondre à ta question, Élie, si je peux me permettre, est-ce que ça vaut la peine de le ramasser au balotage? Le gars, il est rapide, le gars, il a des bonnes mains. Il y avait un potentiel qui était assez élevé pour ces raisons-là. Mais il y a 25 ans, puis il y a toujours de la misère à se trouver un poste. D'après moi, là, ce gars-là, il a plafonné. JD? Oui. Paul Byron a 27 ans. Oui, absolument. Je suis d'accord. Ça peut arriver. Je dis pas que ça arrivera pas, mais Rémi sur le chat, il dit, peux-tu le comparer à l'Arcellaire? Non. Il est plus rapide qu'Heller. Il est pas aussi bon défensivement qu'Heller. Puis Heller est un meilleur joueur de centre. Si vous trouvez, puis Heller, vous trouvez que Pacioretty, il y en a une gang qui pense que Pacioretty, il va pas dans le trafic. Ben, attendez-vous pas ça de ce gars-là. Ouais, mais... Non. Lui, il va pas dans le trafic. Lui, non. Zéro. Fait que, c'est ça que le Canadien a besoin, d'avoir un autre joueur de paramètre là, qui ira pas dans le trafic, même s'il est rapide. Ouais, moi, j'irai pas. Oui, vous m'avez convaincu, fait que fuck it. Je le vois assez souvent dans l'Ouest contre les Canucks, puis je regarde la plupart des matchs des Canucks, puis c'est pas le genre, c'est la même chose, il y en a qui apportaient, puis peut-être qu'Élie, s'il y a ça dans son plan de match, là, j'ai pas vu, là, mais il y en a qui apportaient Alex Burrows, c'est la même chose. On va en parler. Toujours... OK. Mais non, mais c'est ça, en fait, c'est que Renaud Lavoie parlait que Burrows serait peut-être intéressant pour le Canadien. Puis toi, tu as tout de suite réagi. J'ai vu que tu as réagi sur ces médias sociaux parce que tu le vois jouer souvent, étant toi-même dans l'Ouest. Qu'est-ce que tu as à dire sur Alexander Burrows? Je vois la plupart des matchs des Canucks. Le Burrows d'aujourd'hui,
c'est pas le Burroughs il y a même là, 2 ans. Ce gars-là, là, les Canucks se demandaient lequel des deux ils devraient racheter entre lui et Chris Higgins. À ce point-là. Parce que Higgins, il rapporte un cap hit de moins d'argent, parce qu'il gagnait moins d'argent. Puis les Canucks sont proches de leur cap salarial. Ils ont décidé de racheter Chris Higgins à la place. Mais ça a passé bien proche qu'ils rachètent Alexander Burroughs. C'est un excellent joueur de hockey. Il a eu une carrière... c'est encore assez rapide? Non. Non? Non, vous vous souvenez quand que Brandon Prost a ralenti avec les Canadiens, il avait perdu la vitesse. Ouais. C'est un peu comme ça dans ce cas-là. Okay? Pas autant que Markov, là, à cause de ses blessures au genou, mais c'est un peu dans le même style que Prost. D'après moi, oui, le Burroughs des bonnes années, là, il aurait été parfait dans le système des Canadiens. Mais le Burroughs d'aujourd'hui, c'est pas ce gars-là. Il a 35 ans, il a eu des blessures. N'oubliez pas que c'est un... Ouais, mais oubliez pas aussi que ce gars-là, là, c'est un gars qui est pas gros. Oublie pas qu'il est pas gros, mais il joue gros. OK, ouais. Il a toujours joué assez dur dans sa carrière. Fait que ça, là, ces années-là, là, ça l'a ajouté, ça l'a taxé son corps. Mm-hmm. Oui. Ben oui, c'est sûr. Oh, là, ça s'applique. C'est certain que... Thomas Plekanec. Oh, ouais, Plekanec. Mais peut-être qu'il va avoir... peut-être aussi qu'Alex Burrows, en tant que francophone, il pourrait avoir un regain de vie en arrivant ici. Là, mais c'est la raison pourquoi je le prendrais à la place de Desharnais. C'est la raison pour laquelle je le prendrais. Puis tu sais, pour les playoffs, c'est des joueurs que tu veux avoir, ça, pareil. Là. Qui sont capables de stepper up. Là, c'est certain qu'overall, il a perdu son lustre. Là, mais c'est un joueur qui est capable de te donner 2-3 matchs importants et de sortir quand même des performances intéressantes. Ouais, dans les séries, un gars de même, c'est important. Plus qu'un gars comme Desharnais, parce que Desharnais, il disparaît dans les séries. Mais juste pour répondre un peu, Yann, ce que tu disais là, cet été, là, moi j'ai l'impression là, cet été que ça va devenir le prochain Thomas Fleischmann. Ça va être un try-out. Pas plus que ça. Parce qu'il y a un petit regain actuellement, mais je veux dire, il est magané, il a 35 ans. Le monde ne donnera pas un contre-garantie à un joueur comme ça. Là. Ça va être un try-out. Hey, le monde m'a pas entendu là, quand j'ai posé la question à JD. Là, je vais y reposer la question que vous entendez parce que j'avais oublié de lever mon micro. J'ai demandé, genre, dans le fond, s'il prenait Burroughs pour Desharnais. Il m'a répondu oui. Puis après ça, j'ai demandé Burroughs ou Plekanec. Puis il m'a dit Plekanec. C'est ça qu'on voulait mettre en. L'autre, il dit moi, que ça coupe, je regarde le player. Je suis comme, j'ai oublié de lever mon micro. Moi, je l'avais entendu. Non, je l'avais entendu. Vous autres, oui, mais pas le monde sur le chat parce que ma ligne de micro est individuelle, oui. Ah, ok. Je suis une ligne personnelle. Hein? Ben, c'est le même player, marche, j'ai pas le choix. Hey les boys, moi, je sais que sur le plan de match, c'est marqué vos surprises et déceptions de 2016, mais j'aimerais tout de suite skipper peut-être aux chroniques parce que pour voir si on va avoir le temps. Au pire, je garderai vos surprises et déceptions pour après vos chroniques. Parce qu'on a 2 chroniques. On a celui sur l'article de JD Abstérix, puis on a celui sur la AHL de Dan. Ça fait que je sais pas si Dan, t'es prête à y aller directement, mais t'as fait une petite chronique sur la AHL, je pense, c'est ça? Oui. Oh, ouais, moi, je suis prêt, là, si vous voulez. Là, pas de problème avec ça. OK. Ça fait longtemps, en plus. Là. Regarde. Le dernier match, c'était samedi. C'était contre Syracuse. Dans le fond, c'est le club école du Lightning. Une défaite de 7-5. C'était un match qui a été, écoute, d'un bord à l'autre. Là, c'était vraiment spécial comme match. Lindgren, il a alloué 6 buts sur 25 tirs, mais Wilcox, le gardien de Syracuse, 5 buts sur 16 lancés. Fait que c'était pas un match de gardien de but du tout. Là. Le Crunch a commencé 4 buts sans réplique en première. Ensuite, 3 buts sans réplique des Caps. Ils ont remonté. Là. Le Crunch, il revenait avec 2 buts, les Caps 2 buts. C'était rendu quand même 6-5 en fin de troisième, mais le Crunch a marqué dans un filet désert. Fait que ils ont perdu là. Mais ça va être difficile pour le club parce qu'on a la moitié du club qui est en haut, les meilleurs. Quand même troisième de leur division.
c'est ça que je m'en allais dire. Ça va quand même assez bien, sérieusement. C'est surprenant. C'est parce qu'il y a des joueurs qui se sont levés. Il y a d'autres joueurs qui se sont levés. Écoute, il manque quand même, là, il manque Chris Terry, qui était leur meilleur marqueur. Udon, il est blessé. Sherbak est revenu, ça fait 2 matchs. André Ghetto, il se promène d'un bord pied de l'autre. Mais Karen, c'était pas le gros marqueur cette année, mais c'est pas grave, c'est un joueur important pareil. Barberio, il est pas là. Non, écoute, il manque beaucoup de joueurs. Les jeunes, il est souvent laissé à lui-même. Ouais, c'est ça. Mais non, franchement, les gars, ils ont 17 victoires, 13 défaites, 3 défaites en prolongation. Ça donne 37 points en 33 matchs. Ils ont 9 points d'avance sur le 4e rang. Les 3 premiers rangs vont en série. 9 points d'avance sur les Marlies. Ce qui est quand même non, beaucoup, ils se sont vraiment repris. Là. Ouais, dans les joueurs qui sont surprenants dans les circonstances. Parce que, on pourrait croire que c'est fond, mais on dirait qu'ils font la même affaire que nous autres. Ouais, c'est les joueurs de soutien. Il y en a plusieurs qui donnent le crédit à Charlie Lindgren aussi, qui fait un job phénoménal. Il y a peut-être eu un mauvais match, le dernier match, mais il a été phénoménal. Son premier blanchissage, même la semaine passée, dans la Ligue américaine, au niveau professionnel, je devrais dire. Excellent job. Oui, absolument. Je pense que l'organisation a switché totalement. Elle sait que Charlie Lindgren, ça va être le futur du Canadien, dans le sens que on le voit seconder Carey Price à moyen terme, c'est certain. Qu'est-ce que tu en penses? Oublie pas McNiven. Ouais, McNiven, je sais pas s'il est aussi bon que Price, comme le disait Don Cherry, mais Michael McNiven qui semble aussi impressionné déjà à son jeune âge. On pourrait le dire de même pour être plus je sais pas, moins, je sais pas. Tu sais, ils mettent beaucoup de pression. Pour un gardien pas repêché. C'est un gars qui était pas repêché. C'est ça, pour un gardien pas repêché, ça peut devenir un méchant vol, ce gars-là. Ouais, mais il n'est pas repêché, mais il a été signé à 18 ans. Il aurait pu être repêché l'année d'après, là. Mais c'est pas grave. Pour que le Canadien le signe à 18 ans, c'est parce qu'ils ont vraiment vu de quoi. Puis à date, on le voit qu'ils ont vu de quoi. Il y a de quoi vraiment d'intéressant. Là. Ben, je regardais jouer. C'est quoi son 16? Personne qui le sait. Hein? Moi, il est 215, 220. Ouais, c'est 2. Il est big. Non, Ellie, essaye pas de trouver le petit gardien, il n'y en aura plus. Je sais que tu l'attends, le petit gardien qui va percer dans la ligne. M'a fait mentir. Non, je dis pas ça. Je dis juste que les exceptions sont faites pour prouver qu'il y a je sais, mais gardien de but, non. Des joueurs, oui, il va toujours en avoir, mais des gardiens de but, oublie ça. Oublie ça. Les joueurs sont tout McNiven, il n'a peut-être pas été repêché, mais d'après moi, il a dépassé un gars qui a été repêché en première ronde par le Canadien, dans l'organigramme du Canadien. Par le Foucault? Oui. Foucault vient de gagner la Spangler. Ouais, mais c'est la Coupe Spangler, là. Qui tu connais dans la Coupe Spangler, là? Qui tu connais? Maxime Lapierre joue top 6, man. Il a affronté Ben Scriven. Oui, mais même ça, dans le cas de Foucault, il jouait très, très bien. OK, dans le ACHL, mais il va avoir 21 ans, là. Faut attendre. Moi, je suis pas prêt à le dire tout de suite, mais je pense que McNiven va être meilleur. J'étais pas un fan du choix, pas en tout. Sauf que, regarde, il est très jeune. Là, il s'est repris dans le CHL. Il joue très bien là. OK, la Coupe Spangler, c'est la Coupe Spangler, là, mais il a quand même gagné. Là. Mais écoute, il y a du temps. Mais ça, c'est... Écoute, à date, ça va bien dans le CHL. Fait que s'il peut reprendre sa confiance là, peut-être que ça va aider pour la suite. Le moment je veux pas que les gens pensent que j'aime pas Foucault, c'est pas ça que je dis. Il a été sélectionné en 2e ronde, je m'excuse, 36e au total. Donc, c'est assez haut. Là. S'il y a 30 choix ou 30 choix dans la première ronde, c'est 6 après. C'était le premier gardien sélectionné de cette année-là. C'est ça. Par contre, n'oubliez pas une chose. Je suis content qu'il ait bien fait à Coupe Spangler. Je suis content qu'il fasse bien dans les CHL, dans les East Coast League. Mais pour un gars qui a été repêché aussi haut que ça, il devrait pas être dans cette situation-là. C'est ce que je pense aussi. Oubliez pas ça, là. Fait que lui, il a une grosse pente à remonter. Puis c'est pour ça que je dis que McNiven l'a peut-être dépassé dans l'organigramme du Canadien. Simplement par ses performances au junior, là. Mais c'est comme ça qu'on a repêché Foucault par ses performances du junior, là. Puis c'était le gardien d'avenir, là. Oui, mais tu sais, je regarde Lindgren à 22-23 ans, je me dis, je vais le juger, mais qu'il fasse les performances que Lindgren me donne cette année à la même âge. Moi, personnellement, là, j'ai Sébastien Tremblay qui va venir avec nous autres cette année, on va l'avoir comme panéliste. Lui, il voit un Mathieu Garon numéro 2. Moi, je le compare beaucoup à Jonathan Bernier. J'espère qu'on va se tromper tous les deux. Là. Je pense pas que l'analyse est exacte sur un gars en plein développement à 21 ans. Je crois qu'il y a des attitudes pour y aller. Est-ce qu'il y a le mental pour pouvoir poursuivre? Moi, je vais attendre qu'il me donne des performances de même professionnelles. Pas dans East Coast League, là. Professionnelles. J'espère juste qu'il n'y ait pas un autre Justin Pogge.
Bon exemple. Bon exemple. Écoute, ça va être le gardien du futur de Toronto. Là, écoute, Hey, Justin Poggi était considéré, écoute, c'était considéré comme une future vedette de la Ligue. Là. Le John Gibson ou le Matt Murray de nos jours. Là. C'était considéré par comme les fans de Toronto. Ouais, mais même nous autres. Avec Team Canada, il était solide. Là. Moi, je le regardais jouer avec Team Canada, j'étais là, hey, ce gars-là va être une bête dans la Ligue. Là. Puis je l'ai dit moi-même, là, puis il est complètement parti. Tu sais, des fois, là, t'en as des mêmes tu penses qu'ils ont un bon moral junior, puis en carrière professionnelle, il n'y a absolument rien qui marche. Ouais. Moi, c'est la raison pourquoi j'amène Poggi, puis Ellie, je m'excuse, tu veux peut-être parler, mais la raison pourquoi j'amène Poggi sur le sujet, c'est que les deux jouaient pour des équipes juniors pactées. Ouais. Puis leur équipe, je parle de leur équipe régulière, là, pas juste les championnats mondiaux, là, pas juste les championnats du monde. Mais sur leur équipe, Poggi jouait pour Calgary. Puis Calgary avait la meilleure équipe dans la ligue. Puis tu regardes Fucale, il y avait une équipe pactée lui aussi sur son bord pour la Coupe Memorial. Puis ils ont gagné malgré Fucale un peu aussi parce qu'il y a eu de la misère en maudit. Il avait même perdu son poste en fin de saison comme gardien partant. Ouais. Donc c'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que j'ai amené Fucale. Ils ont bien fait. Ils ont gagné la médaille d'or, les deux, je crois, si je ne me trompe pas. Ils ont bien fait au championnat du monde junior. Mais aussitôt qu'ils sont arrivés sur une équipe qui était un petit peu plus faible, c'est là qu'on a vraiment vu leur faiblesse, puis où qui en était exactement. C'est vrai, ça. Ouais, puis pour en venir à la AHL, Chris Terry... Ouais, il me restait deux petits segments. Vas-y, continue. Ben, c'est juste parce que dans le fond, tu sais, je disais qu'il leur manque beaucoup d'éléments. Ben, ils ont justement des éléments qui se sont levés à l'absence des autres. Daniel Audette, là, actuellement, là, dans les 10 derniers matchs, là, il y a 1 point par match. Il marque, il fait des belles passes, des beaux jeux. Là, il est en train de prendre confiance. Il ne fait pas juste marquer, il joue bien. Écoute, c'est un minus. Là. Puis moi, personnellement, je ne m'attends à rien de lui. Mais c'est souvent les joueurs qu'on s'attend à rien d'eux autres qui surprennent. Puis actuellement, là, il surprend. Il a pris la place que Hudon avait, là. Delarose, Jacob Delarose, oui, Jacob Delarose produit dans les derniers matchs. Ben, dans les derniers matchs, surtout, là. Le dernier match, justement, il a marqué 2 buts. Le match d'avant, je ne me rappelle pas, je pense que c'était un but, une passe. En tout cas, il va bien actuellement. Dans son cas, là, j'espère tellement qu'il va être capable de développer un peu son côté offensif, là, parce qu'il y a tout le reste. Mais s'il n'y a pas d'offensive, on ne le verra jamais dans la Ligue nationale. Et Sherbak, qui est revenu depuis 2 matchs. Il y a 2 passes en 2 matchs. Mais il jouait bien déjà. Il a 19 points en 26 matchs. C'est quand même un attaquant. Écoute, il y a quoi? Il est pas vieux, lui non plus. Là. Puis je voulais juste terminer. Justement, on parlait de Lindgren. JD avait raison, justement. Lindgren, écoute, c'est leur MVP là, depuis le début de la saison. Même s'il y a des matchs difficiles, comme le dernier, écoute, c'est le joueur le plus important de l'équipe. Le meilleur attaquant en général, ça serait probablement Hudon, parce qu'il est complet. Il fait tout. Il marque, il est bon défensivement, dans la Ligue américaine en tout cas. Là. Avec des mentions honorables à Chris Terry et André Gatto. Chris Terry a des stats de fou, pareil. Écoute, offensivement, il produit. C'est juste, on dirait qu'il n'a juste pas été capable de convertir ça. Des fois, c'est comme ça. Rappelez-vous Alexandre Giroux. Ouais. Je pense qu'il avait c'est un peu comme Sven André Gatto. André Gatto, il a 22 points en 19 games. Ouais. Il est comme trop fort pour la AHL, puis il n'est pas capable de... J'ai une question pour toi, Daniel. Je sais que tu n'es pas un fan de Ryan Johnston. Qui a le pire différentiel des plus et des moins pour la Ligue américaine avec, dans le club, en tout cas, moins 11 en 23 matchs. Pourquoi ils n'ont pas essayé Brett Lernout, lui qui a le meilleur différentiel de plus et moins du club, à plus 6. Il y a quand même 11 passes. Peut-être qu'il essaie de le passer dans un dé, là. Non. Si tu touches pas un défenseur de 6 pieds 4, 213 livres comme lui. Non, mais Johnston. Non, Johnston, il n'y a aucune valeur. Je pense pas qu'il vaut Pourquoi tu le montes sinon? Il n'y a aucune autre astuce de raison. Parce qu'il voulait avoir le meilleur disponible au moment de le rappeler. Parce que je pense que l'effet c'est même pas le meilleur disponible, ben franchement. Pas le meilleur, faire. Regarde, justement, je m'en venais aux défenseurs. Dans les défenseurs, leur meilleur défenseur offensif, c'est Barberio facilement. Mm-hmm. Le meilleur défenseur défensif, c'est Josiah Didier, que j'ai déjà parlé une couple de fois, là. Gros défenseur défensif, là. Écoute, c'est une plateforme défensive. Il n'y a aucun talent offensif, là, mais défensivement, il est écœurant. Le pire défenseur, c'était Ryan Johnston. Es-tu blessé, lui, Didier? Non. Il a joué juste 18 matchs. Ouais, je pense que c'est...
En début de saison, il me semble qu'il était arrivé de quoi. Je ne me rappelle pas c'était OK. quoi. Là. OK. Je pense qu'il l'a assis, mais tu sais, c'est encore des décisions étranges de Sylvain Lefebvre. Là. Ben là, t'as vanté tantôt les mérites que le club gagnait pareil, fait que tu peux donner un petit peu de mérite à la Non, fin. quand le club Ah, gagne, écoute, je c'est n'ai le pas parlé de joueur, Lefebvre quand il encore. perd, c'est de la faute au coach. Mais dernièrement, il a mis. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle David Brohl. Il a mis David Brohl sur le powerplay. Fait que tu sais, en partant, tout le monde se disait What the fuck, excusez le terme. Fait que tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je parle de décisions étranges. Oui, il gagne, mais des fois. David Brohl a déjà joué à Columbus, lui. Non, c'était pas avec le Lightning, lui. Ben, je vois sa carrière. Hey, je regarde les Toronto, statistiques. fait que- là. Ouais. Stéphane Matteau, genre 79 minutes de punition. C'est dégueu. Ben, mettons que le dernier match ne l'a pas aidé, là, mais écoute, dans son cas, là, c'est sûr que là, il y a des gros joueurs autour de lui. Là. Il y a Farnham qui dérange, il y a Brohl, qui c'est un gros joueur intimidant. Je pense que ça l'encourage. Je pense que l'organisation essaie par tous les moyens de se faire comprendre que son pain et son beurre résident là. Oui, il y a déjà eu des mains, mais il n'y en a pas assez pour faire la Ligue nationale avec ça. Il va falloir qu'il gagne avec ses mains d'une autre façon. C'est plate à dire parce qu'il a les capacités de le faire. Il a les capacités de brasser, ce gars-là. Il est capable de frapper. Il suffit qu'il comprenne son rôle. Puis je pense qu'il pourrait aider l'équipe. Mais j'ai l'espoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai encore espoir, ce gars-là. Peut-être parce que c'est un all-around, c'est un bon talent malgré tout. Tu sais. C'est pas un gros talent, mais il peut être un bon grinder si jamais il se réveille. Si Matteau avait le coup de patin de Delarose, je pense qu'il serait dans la Ligue nationale. Ah oui, le problème, il essaye de frapper, mais il n'est pas capable de les rattraper. Ah, mais on vient qu'il a demandé d'aller travailler avec Dano. Tabarnak, il est passé de gars moyen à gars ultra rapide en un été. Est-ce que tu fais du power skating, man? Il y a l'éthique de travail que Dano ouais, mais c'est ça, mais pas. Il est jeune, Matteau, encore, là. Tu sais, il y a du monde qui vont avoir leur éthique de travail, ils vont la pogner à 24, 25 ans. Il y a du monde qui vont la pogner à 18 ans. Tu sais, il y a du monde, c'est inné, puis il y a d'autres qu'il faut qu'ils devinent. Exemple, Carey Price. Carey Price, à ses débuts, là, l'éthique de travail était à chier. Là. Écoute, c'était mon idole, puis je la regardais, puis je me disais, Chris, va sur la glace, puis travaille, le gros, tu performes pas. Mais il a compris ça avec les années, puis là, on sait que Price, on sait qu'est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Tu sais, c'est pas pareil un gardien non plus, mais t'as des exemples comme ça. Si Matteau devient un genre de gars qui peut frapper, pas pour comparer à Matt Martin avec Toronto, là, c'est pas le même genre pantoute, là, mais tu sais, le genre de gros bonhomme, moi, j'aime la comparer avec Clutterbuck, peut-être avec moins de talent offensif. Un gars qui va frapper, qui va être rapide. Tout ce qui reste à améliorer, dans le fond, ce qu'on dit, c'est son coup de patin. Matteau, là, je le verrais sur un trio avec McCarron. Ça pourrait être... j'aimerais ça, moi, personnellement. Ça serait vraiment un trio qui serait dérangeant. Là. Mais il va falloir qu'il mette tellement d'efforts pour se rendre là que j'ai doute qu'il soit capable de le faire. Avec des harnais sur l'autre bord. Avec des harnais. Mais Karen Matteau, des harnais. Une patch de pirate là, sur un œil là, pour avoir l'air méchant. Une cicatrice en caoutchouc. T'as-tu parlé de Sherbak parce que je sais que tout le monde veut en entendre parler. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Il avait eu un bon départ. Je sais que là, il y a 19 points en 26 games. Est-ce que c'est il y a eu 2 passes à son premier match. Voilà 2 matchs. Le dernier match, il n'y a pas eu de points. Par contre, c'est ça. Écoute, il vient de revenir. Là, fait qu'il était blessé pendant un bout de temps. Là. Il était supposé recommencer justement après les fêtes. Est-ce qu'il est trop fragile pour faire la grosse ligue? Non, je pense pas. Non. Je pense qu'il faut qu'il prenne encore de la masse musculaire. Là. Mais c'est normal. Écoute, il n'est pas vieux. Il va avoir 21 ans. Il a eu 21 ans, je pense, hier ou avant-hier. J'ai hâte de voir le out. Je sais pas pourquoi. Moi, je le check jouer dans l'américaine, man. En avant des buts, il varge tout le monde. Puis je suis comme... Il est gros. C'est une dimension tellement, me semble, je sais pas, sur une troisième paire de défenseurs avec un mobile comme Barberio, c'est un droitier. Je comprends pas pourquoi ils ont essayé Henley puis Johnston, puis qu'ils ont pas au moins essayé 2-3 matchs. Essayer 2-3 matchs, tu vas voir ce qu'il va faire. Un gars de 6 pieds 4, 215 livres, qui a l'air d'une bête. Tu checkes sa photo, là, puis tu fais comme Asti. Moi, je veux pas écœurer ce gars-là, il va me tuer. Tu sais, là, le genre de gars qui fait peur, là. Il apprend encore la vitesse du jeu professionnel. C'est pas encore parfait, là, son jeu. Là. Tu sais, je verrais bien plus, je me rappelle. À quel âge, là? C'est ça la fin. On dit il est jeune, il a 21 ans, c'est sa deuxième année professionnelle. Ouais, lui, il a commencé. Ben oui, il est pas vieux, là. Oh, oui, il a 21 Juste 21 ans? Ouais. Oui. C'est un marin. J'aimerais ça qu'on prenne le temps, tu sais. Puis ça, c'est un gars qui va lâcher les gants, puis qui va... C'est un gars qui est dur. C'est un gars qui est dur en maudit, ça patine très bien pour sa grosseur. Oh, il a un gros slap shot. Pour vrai? Mais il apprend. Oh oui.
Parce que il me semble que quand je l'ai vu l'année passée, c'est-tu l'année passée ou l'année d'avant qu'il était venu faire un tour, il y avait pas de... en tout cas, il avait l'air d'être lent. Là. C'était peut-être juste dans le fait qu'il avait l'air d'être lent par rapport au pace du jeu. Il a grandement amélioré son coup de patin. Ça n'est un travaillant, ça aussi. Là. Il va avoir 22 mais justement, ans. il a juste 21 ans. Il est jeune. Là. Fait qu'on prenne le temps. Puis le plus vite il monte, le plus vite il peut apprendre de Weber, qui est comme un prototype parfait pour son gabarit. C'est certain qu'il n'arrivera jamais à sa cheville, mais ça reste un bon mentor. Ouais. Moi, je pense qu'en attendant qu'on a des blessures, tant qu'à faire jouer Johnston hier, 5 minutes et demie, ben Chris, donne-en 8 à l'earn-out, au moins tu vas savoir ce qu'il peut faire, puis on va le voir, tu sais. Ouais, mais si t'enlèves l'earn-out en bas, ils vont collapser aussi, là. Ben, tu leur envoies Johnston. Tu sais, là, Johnston. C'est ça un club école. C'est carrément ça. C'est vrai. Faut que tu le sacrifies au pire. L'argent se fait dans la Ligue nationale. Puis présentement, le Canadien a besoin de victoire. C'est peut-être ça aussi. Ils veulent peut-être avoir un peu plus d'expérience. Puis le Canadien, on est premier. Tu sais, l'année passée, on le sait, il y a 14 joueurs qui sont pas revenus. On a essayé 40 cucks l'année passée des joueurs. Fait que l'année passée, c'était comme tu savais qu'il y avait rien à faire. C'est Darren Deeds. Oui. Lui, j'aurais aimé ça qu'il le re-signe. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas signé. Peut-être qu'ils voulaient un contrat... je veux dire, one way, là, je sais pas, là, mais il a signé tout avec les Gavelos. D'après moi, ils l'ont juste pas signé. Moi non plus, j'ai pas compris, mais en même temps, je me dis, il savait qu'il s'en venait comme défenseur. Il savait tout ce qui s'en venait comme défenseur, puis ils se sont sûrement dit, bon, on fait un virage là, faut vivre ces choix-là, faut passer à autre chose, dans le fond. À mon avis, c'est ça. J'aurais préféré avoir Deeds que Redmond. Il est meilleur défensivement, là. Ouais, mais overall, Redmond, c'est un initial, je pense. Il est tellement dangereux que... Redmond, il y a l'expérience de la Ligue nationale. Je pense qu'il y a une différence. Mais moi, je vais te dire, par exemple, je te donne ça, par exemple, Daniel, moi, je l'aurais gardé au lieu de Johnston. Ouais, moi aussi. Ça, oui. Au lieu de Johnston, sans problème. Même Henley. Mais tu sais, le fait qu'il n'y ait pas d'espoir de pouvoir percer en haut a peut-être décidé Deeds de l'ailleurs aussi. C'est ça. C'est difficile pour ces gars-là, genre, qu'il n'y ait aucun espoir pendant. Ou peut-être que le gars ne voulait plus rien savoir de la tournée à St. John, ça ne tentait pas de la retourner là-bas. C'est ça. On va dire de quoi, par exemple, si c'est de la compétition qu'il a peur, il va en avoir partout ce qui va aller. Puis s'il pense dans sa tête qu'il n'est pas capable de battre Greg Patron, il y a des problèmes, le gars. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est ça. Rien à dire là-dessus. Oui. Non, j'aime bien Patron. Les boys, on a fait c'est déjà le temps de passer à d'autres choses. Le temps coule vite ici dans cette émission-là. Il est déjà comme une tonne de Noël. T'aurais une tonne de mes aïeux, mais non, on ne jouera pas ça. Là. Non, on n'a pas le temps pour les tonnes. De toute façon, on n'a pas les copyrights, là, on va se faire actionner, là, tu vas voir, ça ne sera pas drôle. Mais on profite que JD soit là parce qu'il a écrit un excellent article sur son blog Apsterix.com qu'on a traduit sur Hockey SL en français pour vous, qui s'appelle « Démystification du travail de Trevor Timmins ». Je pensais l'avoir, je pensais rusher sur démystification. Merci JD, parce que tout sous le hockey, on sorti un article aujourd'hui qui blastait les choix de Bergevin depuis qu'ils sont arrivés. Puis il y a un gars qui disait que Timmins, c'était vraiment un pas bon, puis là, j'ai publié ton article. Puis depuis ce temps-là, il n'a pas dit un mot. Ben, pour ceux qui ne l'ont pas lu, JD va en parler direct là, mais je vous invite d'aller le lire en même temps ou bien après pour avoir plus de détails, parce que c'est un excellent article, comme toujours, soit sur notre site hockey sans limite avec un s.ca ou sur apsterix.com, la version originale en anglais. Mais je te laisse y aller. Apstérix, tu nous parles de Trevor Timmins et tu nous racontes ses bons coups, en fait. Mais on dit depuis un bout de temps, on entend parler aussi depuis un bout de temps des gens des deux côtés. Il y en a, comme Yannick disait, qui se plaignent que Timmins ne fait jamais rien, il ne repêche jamais de joueurs qui font la Ligue nationale. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, disent que c'est un des meilleurs. Mais moi, je veux dire, tu peux pas juste regarder les choix du Canadien puis essayer de te faire une idée. Oh, il a passé Claude Giroux, il a passé sur so and so. À un moment donné, là, toutes les équipes font ça. OK, mais parce qu'on suit le Canadien, on remarque le Canadien. C'est normal. Exact. Puis, lorsque quelqu'un dans les médias apporte quelque chose en disant « il me semble on aurait pu avoir Claude Giroux sur notre équipe », ben là, tout le monde, les fans, ils continuent à dire « ben oui, on aurait pu avoir Maudit Timmins à la merde, il est pas capable, il fait pas une bonne job ». Fait que j'ai décidé, moi, j'ai passé, je dois l'avouer, là, plusieurs heures à faire cette recherche-là. J'ai commencé le 9 décembre, puis je l'ai publié 2 semaines plus tard, je pense.
Donc, j'ai passé plusieurs heures à mes temps libres, là, pas à temps plein. Il faut s'entendre, je travaille à temps plein. Puis, j'ai d'autres obligations. À faire cette recherche-là. On sait que, premièrement, que le repêchage amateur, c'est pas une science exacte. Okay? Les équipes professionnelles, ils savent ça. Ils reconnaissent ça. Ils repêchent des joueurs à 18 ans. Ils les repêchent en regardant leur talent aujourd'hui. OK? S'ils suivent, ça fait 2-3 ans. Puis ils regardent où ils en sont aujourd'hui. Puis là où la différence se fait, c'est qu'ils essaient d'évaluer où ils seront dans 3, 4, 5 ans. Bon, essayez de voir le futur, essayez de prédire le futur. On n'est même pas capable de prédire les matchs des Canadiens, qui va gagner. Fait qu'essayez d'imaginer, de prédire où en sera un joueur dans son développement. C'est quand même pas payé là, pour... non? Ce que j'ai fait, OK, j'ai pris tous les choix. Trevor Timmins, lui, a commencé en 2003 avec le Canadien, OK, avec le repêchage de 2003. J'ai regardé depuis 2003. La première des choses, pour mettre les choses égales, c'est qu'il faut que tu regardes combien de choix chaque équipe a eu. Parce que plus que tu as de choix, plus meilleures tes chances de repêcher des bons joueurs, on s'entend. Le Canadien a repêché 99 joueurs sous Trevor Timmins, OK? Fait que presque 100 joueurs. Ils n'ont jamais repêché, au point de vue de nombre, là, en première ronde, deuxième ronde, troisième, quatrième et plus, là, ils n'ont jamais été plus haut que 14e dans la Ligue nationale. Ils ne sont pas plus haut que 14e dans la Ligue nationale dans cette période-là, pour le nombre de choix total dans chaque ronde. OK? Donc, le Canadien, on ne peut pas dire qu'ils ont eu plus de choix de première ronde que d'autres équipes, ou plus de choix de deuxième ronde, ou quoi que ce soit. On s'entend? Après ça, ce que j'ai fait, j'ai décidé de regarder la quantité de joueurs qui ont atteint la Ligue nationale. C'est bien beau repêcher des joueurs, mais combien ont joué dans la Ligue nationale? Donc, des 99 que Trevor Timmins a repêché, il y en a 39 qui ont fait la Ligue nationale. Ben ça place le Canadien 18e parmi les 30 équipes. Ce qui est pas... C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Moyen. Si t'arrêtes là, juste à ça, là, tu vas dire Trevor Timmins fait pas une bonne job. On s'entend? Ouais, il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Il n'est pas mauvais, il est pas bon. Mais c'est pas vraiment juste ça, juste arrêter là. Puis il y en a qui le font. La raison pour laquelle c'est pas juste, c'est que ça tient compte des joueurs qui ont joué un match dans la Ligue nationale, puis des joueurs qui en ont joué 500. Donc, la qualité des joueurs qui ont été repêchés puis qui ont joué dans la Ligue nationale, c'est ça que tu veux voir. OK? C'est un des points pour lesquels je voulais le faire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le nombre de joueurs, OK, qu'il y avait, puis ceux qui ont reçu... j'ai divisé ça par le nombre de matchs qu'ils ont joué. OK? Donc, le Canadien, des 39 joueurs qui les plaçaient en 18e place, là, au total, là, ils ont joué juste sous la barre des 8500 matchs. OK? Pour être précis, là, 8467 matchs. Ça, c'est au total. OK? De tous les joueurs que Timmins a repêchés, ils ont joué 8467 matchs. Okay. Les Blackhawks de Chicago sont premiers dans la Ligue à 9185. Les derniers dans la Ligue, puis je compte pas Winnipeg parce que c'est pas juste, là. Ils ont juste commencé à repêcher il y a une couple d'années. C'est les Flames de Calgary à 4601. Les Canadiens sont à 8467, là. Les nombres de joueurs de matchs joués. Ils sont 6e dans la Ligue. OK? Mais là, si on regarde la moyenne de tous les joueurs qui ont joué, là, la moyenne de matchs qui ont joué dans la Ligue nationale pour déterminer la qualité, le Canadien de Montréal est en première place dans la Ligue nationale. Des 39 joueurs que Trevor Timmins a repêché, la moyenne du nombre de matchs que tous ces joueurs-là ont joué, c'est 85 matchs et demi par joueur. Vous comprenez ce que... Ouais, moi je comprends. Moi, vous comprenez, c'est difficile à expliquer à la radio. Non, mais c'est très bon. Puis j'ai retweeté ton article pour ceux qui veulent voir les calculs en direct. Vous pouvez aller le voir sur le compte de Hockey SL. C'est ça. Je l'ai publié sur le chat aussi. OK, parfait. Donc, les chiffres là, sont en date du 9 décembre. Lorsque j'ai commencé, parce que là, écoutez, là, j'ai mis ça sur un spreadsheet d'Excel, là, puis il fallait tout que je copie, puis que je sorte les stats, puis que je fasse les totals, puis tout ça. Là. Ça a pris beaucoup pour les 30 équipes.
OK? Donc, s'il y en a qui commencent à vous dire que Trevor Timmins ne fait pas une bonne job, OK? Pointez-leur dans la bonne direction parce que il y a une maudite bonne chance qu'ils vont dire que ça va être limité. Leur recherche va être limitée. OK? Parce que ça prend du temps, puis les gens sont lâches, puis ils le font pas. OK? Fait qu'à ce moment-là, s'il y en a qui disent, OK, Trevor Timmins, il n'a pas repêché de grands joueurs au premier rang, en première ronde, qui ont fait la Ligue nationale. Ben là, tu as peut-être raison, mais il a aussi repêché moins souvent que la moitié des équipes de la Ligue nationale parce qu'il était 14e. Mm-hmm. OK? Donc, à ce moment-là, si plus tu repêches, là, c'est la première équipe, là, comme les Oilers d'Edmonton qui ont qui a fait des années, là, qui repêchent en première ronde. Il devrait avoir plus de joueurs dans la Ligue nationale si tu repêches plus en première ronde. Mais encore là, n'oubliez pas que c'est pas une science parfaite. Non, ça c'est sûr, mais c'est intéressant, puis c'est un calcul intéressant que personne n'a genre souligné jusqu'ici. Puis je pense pas que ça avait été fait. Je pense pas qu'il y a personne qui avait fait ça. Non, je pense que c'est valide à souligner parce que veut pas, c'est une preuve aussi que c'est des joueurs qui ont été utiles aux Canadiens. Certains vont nous dire David Desharnais a été drafté un moment donné. Je pense pas que ça soit Timmins qui l'a fait. C'est-tu Timmins qui l'a fait? Non, Desharnais, il n'a jamais été repêché. Il n'a jamais été repêché, même pas par... Il n'a jamais été repêché, Desharnais. Ah, ouais. Ben non, c'est Carbonneau. Je pensais qu'il n'avait pas été repêché. Aïe, c'est fou. Carbonneau est arrivé du Saguenay, il arrivait de coacher Saguenay, puis c'est lui qui l'a amené ici, qui a faire un essai, puis là, il a dans l'Union américaine, puis après ça, on connaît la suite. Là. Mais je pense que tu as très bien fait ça, JD, de l'expliquer dans les circonstances. Puis pour ceux qui veulent aller revoir les chiffres, je vous invite à aller voir l'article sur hockeysanslimite.ca, démystification. Démystification de quoi déjà? Je ne me rappelle plus. Du travail de Trevor Timmins. Trevor Timmins, ou d'aller sur le blog officiel de Absterix.com. Ouais, ben les boys, le temps file. Il nous reste encore quelques questions. T'avais-tu d'autres choses à ajouter là-dessus, JD? Ce que je vois un peu se jouer sur Facebook, moi je dis genre ouais, puis quand est-ce qu'on va mettre dehors le Tarlat à Timmins? Il y a un autre site qui dit sauf que c'est le beau Tarlat à Timmins qui s'occupe du repêchage, mettez-moi ça dehors, le repêchage du CH s'en portera mieux. Ce que le monde n'a pas l'air de comprendre. Le monde est polarisé là-dessus. Hein? Mais le monde n'a pas l'air de comprendre que Timmins, il va selon les directives de la direction, justement. La direction, là, bon, regarde, j'en ai parlé, moi, sur le groupe à Yann, à un moment donné, justement, des choix, là, dernièrement, que la tangente, j'aimais moins la tangente des dernières années à cause des joueurs qui étaient repêchés. À part, bon, OK, Sergachev était écœurant, là, puis il va l'aider, c'est un joueur offensif, mais en général, dans les rondes subséquentes, en général, à part Victor Mété, c'est des joueurs qui sont surtout, justement, tout-way, puis bons sans la rondelle, puis que tu te dis, bon, il y a une base défensive qu'on va essayer de donner un talent offensif. Mais ça, là, c'est pas Timmins qui décide. Il y a une ligne. Bergevin, il dit, garde, je veux des joueurs de tel genre. Fait que lui, il va repêcher des joueurs de ce genre-là. Puis il donne des joueurs de Ligue nationale pareil. Fait que, tu sais, c'est pas Timmins qui décide du genre d'équipe qu'on va avoir. C'est ça qui arrive, mais le monde ne comprenne pas ça. Là. Attention, par exemple, Daniel, attention, parce que Timmins, il a 100% les mains libres pour faire pas pour faire les sélections nécessairement, mais il y a un bon vidéo sur Habs TV. Puis malheureusement, là, je viens de voir, je l'ai vu tantôt, là, la traduction, parce que ça a été traduit aujourd'hui de mon article. Il y a une vidéo de Habs TV qui n'a pas été placé dans l'article en français. La vidéo est en anglais, mais c'est Marc Denis qui fait l'entrevue. Puis il fait l'entrevue avec Trevor Timmins. Ouais, Timmins explique son rôle directement. Il y a plusieurs recruteurs, il les nomme dans quelle région. C'est un très bon vidéo, mais ultimement, c'est lui-même qui dit ça. À la fin, c'est lui qui prend la décision si jamais ses recruteurs sont pas d'accord, OK? Fait que là, lui, il prépare une liste, OK? Cette liste-là, là, c'est la liste que le Canadien va se rendre au repêchage avec, OK? Lorsqu'il vient le temps de repêcher, Trevor Timmins est assis direct à côté de Marc Bergevin. Marc Bergevin, c'est celui qui prend la décision sur l'équipe. Il peut même, s'il veut, mais Bergevin le fait pas, s'il le veut, il va passer par-dessus Timmins, puis il va prendre le choix qu'il veut. Mais Bergevin a toujours dit, non, moi je donne les mains libres, puis même que, regardez ce qu'il fait, même il n'y a pas plusieurs équipes qui font ça, je pense que c'est la seule équipe. Lorsque vient le temps du repêchage, Bergevin, pour la première ronde, va parler au micro, il parle en français, il remercie ses partisans, puis là il dit, je laisse Trevor Timmins faire le choix.
Ouais, le directeur du recrutement. Ouais, ben, écoute, la majorité des équipes en général font ça, là, mais moi, c'est plus. C'était pas exactement ça que je voulais dire. Ça, oui, tu as raison. Moi, c'était plus. Bergevin, mettons, il va arriver et va dire bon, ben, regarde, Trevor, j'ai besoin. Moi, j'aimerais ça bâtir une équipe de tel genre. J'aimerais savoir des joueurs de ce style-là. Fait que va me chercher ce genre de joueur-là. Ben moi, je pense que tes men vont partir avec cette ligne-là. Puis... Là, j'ai besoin d'un centre. Essayez de me trouver le meilleur centre. Là, j'ai besoin d'un défenseur. Essayez de me trouver le meilleur défenseur. Tu sais, l'année passée, je pense qu'avec un 9e choix, il a juste dit mais moi, t'es meilleur un après l'autre. Ça, je me dis. Parce que l'année passée, tu sais, t'aurais pu te ramasser avec Nylander. T'aurais pu te ramasser, il y avait beaucoup d'options. T'avais Tyler Jost. Nylander, il avait été repêché juste avant nous autres. Regardez Tyler Jost. Je suis persuadé que... moi, je regarde jouer Clayton Keller avec Team USA. Il me fait halluciner. Il me fait halluciner. Ah, il est gros comme un pou, man. Il est à peu près grosseur à Johnny Gaudreau, man. Mais il a des mains, puis il a un QI hockey tellement élevé. Ça fait 3 matchs que j'écoute des Américains, là. Puis il est partout sur la glace, c'est lui qui mène le power play. Écoute, je regarde ce petit gars-là, là, puis je me dis tout le monde aurait sacré Stémis de l'aurait repêché à cause qu'il fait 5 pieds 9. Mais ça va être un talent fou, ce gars-là. Là. J'ai l'impression que ça va être une super vedette dans la ligue. J'ai hâte de voir, lui, c'est un... Écoute, je check là, les joueurs qu'il y a là, dans Team USA. Là. D'ailleurs, je pense qu'on est supposé en parler tantôt. Là, mais écoute, c'est... Regarde, Jeremy Bracco qu'il y a dans Team USA. C'est un petit joueur, ça aussi, mais tellement talentueux. Ça, là... C'est ça la nouvelle Ligue nationale. Là. Les petits joueurs vont enfin revoir leur place. Mais gars, je vais arrêter ça là vu qu'on en parle tantôt. Là. Non, mais c'est cool. Mais j'invite aussi tout le monde qui veut l'appeler. Si vous voulez participer au show, c'est le temps. Appelez. Yannick est là. Il y a temps. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. De toute façon, on a plein d'autres sujets à parler. Écoute, Yannick, je vais te lancer aussi. Tu remplaces Mike officiellement. Donc, il faut que tu descendes d'un étage pour être à son niveau. Un peu, aller me chercher un scotch. Mais c'est toi qui s'occupe de la question HSL de cette semaine, mon Yannick. Peux-tu nous rappeler c'était quoi la question, puis nous donner quelques chiffres qui vont avec? Ouais, la question était combien croyez-vous que Sidney Crosby va marquer de buts cette année? Lui qui est parti quand même sur un bon pace, là, ma page a fermé, je ne sais pas pourquoi ma page a fermé. J'avais les stats de Crosby dans la face, là je vais les avoir dans 5 secondes. Qui a présentement 26 buts à 32 matchs présentement. Alors la question était combien de buts va-t-il marquer cette année? Tu avais 45-50, 50-55, 55-60 et 60 et plus. Donc, on a eu 88 personnes qui ont répondu au sondage. 44% croient qu'il va marquer 45 à 50 buts. 35% de 50 à 55. 9% de 55 à 60. Et 12% de 60 buts et plus. Moi, je pense que ça va être 45-50, personnellement. Non, moi, j'ai voté 50-55, pardon. Moi, je suis dans le 35%. Là. Mais vous autres, vous en pensez quoi? Tu penses qu'il va atteindre où, Elie? C'est difficile de péter le 60 de nos jours. C'est quasiment impensable. T'sais. Ça fait que le fait qu'il atteigne 50 je trouve, est déjà exceptionnel. Est-ce qu'il peut garder le même pace qu'il y a présentement? J'en doute. Quoique moi, je suis vraiment impressionné de ce que je vois du kid, même si c'est plus un kid. Heureusement pour lui, il affronte pas Carey Price parce que c'est sûr, il n'y a pas un point contre Price cette année. non, mais tu sais, il faut pas y enlever qu'est-ce qui est. Il y a des jeunes qui poussent dans cette ligue-là, puis ils prouvent encore que c'est potentiellement le meilleur joueur au monde encore. Fait que non, tu sais, moi j'étais impressionné, puis en même temps, c'est quoi ta question déjà? C'est la question qui est à la limite, combien de buts tu penses qu'il va faire? Ouais, ben moi c'est ça, j'avais dit 45-50, je pense. Ouais. OK. JD? Moi, je suis d'accord avec ça. 45-50 aussi? 45-50, dans ce coin-là. Cool. Je veux dire, c'est quand même... Ce qui est le fun, moi, je trouve, c'est qu'on a vu McDavid partir en feu. On a vu que c'était le gars qui... là, tout le monde disait « McDavid, c'est le nouveau Crosby, blablabla. » Puis c'est vrai, mais pas... Là, Crosby a pris ça personnel, lui, il a dit « Écoute, là, t'es un peu le kid. » Puis il a pris sa saison de ses mains à lui. Il a raté quelques matchs. Il a joué, 6-7 matchs de moins que McDavid cette année. Puis regarde ce qu'il fait, il est dominant. Je veux dire, le gars, là, avez-vous remarqué aussi qu'il lance plus qu'il lance. Il est beau à voir jouer. Hier, tu checkais jouer, là, je me disais, my God, qu'il est élégant sur la glace, ce gars-là.
C'est une vision. Contrôle, leadership. Moi, je pense que. Il est tout le temps à bonne place. JD, tantôt sur le chat, il a posé la question Crosby ou McDavid. Moi, j'y ai répondu. Je pense que McDavid n'est pas encore rendu au niveau de contrôle d'un match et du leadership de Crosby. Il va le dépasser. Il va le dépasser, je suis pas sûr. Il va être au même niveau, mais je peux pas croire qu'il va. Moi, je pense que physiquement, Crosby, à part les commotions, il a jamais eu. Il y a trop de pace, le kid. Ouais, mais c'est justement, il va falloir qu'il apprenne à le calmer son pace. Là, présentement, ça nuit avec les Oilers. Il faut qu'il impose son pace. Puis ça va arriver mais il y aura avec pas un petit peu plus de physique. Moi, je pense qu'il n'y aura pas le contrôle d'un match comme Crosby peut là. Hier, avez-vous vu Crosby aller? Il a joué 22 minutes, là. Puis quand il y avait la rondelle, là, c'était dangereux sur une passe, c'était dangereux sur un tir, c'était dangereux en contrôle de rondelle, c'était dangereux dans toutes les zones. McDavid, présentement, il est juste dangereux quand il a la rondelle. Parce que, présentement, il est toujours piné à la planche. Il va falloir qu'il apprenne à doser ça. De dire, OK, j'ai des moments pour exploser, puis j'ai des moments pour être tranquille. Là, présentement, il essaie toujours exploser, puis ça joue contre lui. Il y a beaucoup de matchs qu'il essaie de déborder des défenseurs, pack, perd la rondelle. Il essaie d'une autre affaire dans le coin, pack, perd la rondelle. Ouais, mais il cherche. Trop piné à la planche. C'est normal, c'est un jeune qui arrive, c'est ça, il est en train de tester sa vitesse, tester c'est quoi ses repères, puis tout. Mais quand ça va exploser, ce kid-là, ça va être méchant. Moi, je pense qu'il va être je pense que Crosby était un peu comme ça aussi quand il est arrivé dans la ligue. C'est difficile de penser en arrière. Pas le même physique. Non, mais moi, je m'attends à ce qu'il soit le meilleur joueur dans la Ligue nationale dans son époque à lui, McDavid. OK, c'est un joueur spécial comme Crosby, comme Gretzky, des joueurs spéciaux, comme Mario Lemieux. C'est des joueurs, là, t'as tes super vedettes, puis t'as les gars spéciaux, là. Ça, c'en est un. C'est un physique comparable, pareil. 6 pieds 1, 5 pieds 11. Tu parles d'un gars, Crosby, t'as 200 livres, l'autre t'as 190, il va sûrement pogner le 200. Il n'y a pas grande différence côté physique entre les deux, là. 6 pieds 1, 5 pieds 11. Ouais, mais si on... Ça paraît, là. Non, mais écoute, 2 pouces sur sa hauteur comme ça, là, c'est pas beaucoup comparé à 2 pouces sur une graine. OK. Ouais, vous avez entendu le mot graine en hockey sans limite aujourd'hui, mesdames et messieurs. Oui, vous l'avez entendu. Wow! C'est même pas venu de Mike en plus. Un uppercut. Ouais, c'est bizarre, ça. C'est vrai que c'est weird, ça. Hey, les boys, avant de parler du championnat junior, j'aimerais... c'est parce que j'ai rajouté ça à ma liste. Vous l'avez pas vu. Mais on a eu rumeur, en fait, vent, qu'il y aurait potentiel de classique hivernal à Montréal l'année prochaine. Est-ce que c'est quelque chose qui vous emballe encore en 2017? Ou est-ce que vous pensez que c'est un peu trop tard pour allumer la fièvre qui devrait venir avec? C'est pas le 100 ans du Canadien, le 100 ans du premier match du Canadien dans la Ligue nationale, c'est tout ça? Ben, je sais que la Ligue... C'est quoi l'événement l'année prochaine? Il y a un événement pour le Canadien en 2017. C'est quoi? Sauf que la naissance de la Ligue est à Montréal. Ouais, c'est ça, merci. Ben, je pense que c'est un happening. Moi, je pense que c'est un happening. Est-ce que toi qui es quelqu'un qui vient de l'Afghanistan, là, je me rappelle plus d'où tu viens exactement, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'aurais le goût de voir ça comme un happening? Est-ce que tu serais prête à venir à Montréal pour voir un match de même? Est-ce que c'est à ce point-là, ça vient de chercher à ce point-là, ou t'es plus ou moins tiède? Je suis occupé d'aller poser mes bombes, là. Ce sera pas long, je vais revenir. Sérieusement, je descendrai pas à Montréal pour ça, mais je pense que c'est un beau happening pour le monde de dehors. Si je serais à Montréal, là, je dirais, par exemple, ça c'est clair. J'aimerais ça voir ça, vivre ça, des dehors. Il était que ça soit à Percival Molson. Au stade, ouais, mais il faudrait qu'il rajoute 15 000 places au moins. Il parle de au moins 20. Il faudrait que tu montes à l'amphithéâtre à 40. Là, c'est 25. Il faudrait qu'il monte à 40. Il y a possibilité de rajouter des estrades. Il y a possibilité de faire un stade de 40 000 avec ça. Un peu ce qu'ils ont fait à Toronto aujourd'hui. Moi, je serais pour ça. Mais moi, je sais pas. C'est un bel événement à écouter. On a aimé, rappelez-vous, la classique hivernale contre les Bruins l'année passée. Bon, saison de misère, mais on peut se vanter de les avoir plantés à Boston. Dehors, c'est encore bien mieux, me semble. Je sais pas. Je trouve que c'est un beau happening, mais je trouve que ce happening-là, pour le match de dehors, devrait avoir lieu une fois par année, puis ça devrait être le All-Star Game. Il devrait rien avoir d'autre que le All-Star Game dehors dans une saison. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat parce que je pense que par là, tu veux dire qu'il y en a peut-être trop. Ouais, c'est trop, hein. C'est Daniel là-dessus. Que c'est justement, est-ce que c'est pas trop, puis justement, ça arrive un peu trop tard pour avoir l'intérêt qu'il faudrait à Montréal? Bah, c'est pas tant l'intérêt. Moi, je veux dire, je trouve ça bien le fun puis tout, mais tu sais, en général, ils font tout le temps les sempiternels games des anciens, tout le temps, puis
Tu sais, c'est drôle puis tout, mais tu sais, moi, personnellement, juste à... Ça a manqué de pogner, hein, la game des anciens hier, vous avez vu ça? Ben oui, oui. Draper puis chose. Draper puis Robert. Ouais, Puis Lanny McDonald qui fait son photobomb là, juste avant, là, c'était écœurant, ça. Ah ouais. Mais non, personnellement, moi, ça me laisse sérieusement ni chaud ni froid, là. Ça... Moi, les matchs dehors, c'est comme les matchs en dedans. J'y regarde, je me dis, c'est le fun, ils ont gagné. C'est c'est comme le fun. pas assez, je trouve. Ben, il y en a trop souvent, je trouve. Là. C'est ça, 2 par année, man. Un par année, ça serait la limite. Puis c'est pas fou que ce que Yannick disait, comme que ça soit le match des étoiles. Comme la seule façon que tu aies accès à ça, ça soit que tu le gagnes. Moi, je suis pour ça. Mais je sais pas. C'est fait de l'argent à la Ligue. Un match des étoiles dans un aréna de football aux États-Unis, j'irais. 80 000 personnes. Si tu fais du cash, le monde va là, ils savent qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'il n'y a pas de 2 points en jeu. Mais là, c'est ça, 25 000 personnes. Chris, ça vaut pas la peine. Là. C'est pas bien plus que le Centre Bell. Non, mais ils vont le monter. Ils vont le monter à 40, 35-40 minimum. Ils peuvent pas à 25 000, ils accepteront pas de faire une classique des hivernale. échafauds. Ouais, ça va être des échafauds. Ouais, c'est ça va être ça, c'est sûr. Toi, JD, est-ce que tu trouves que ça a perdu de son lustre un peu, les classiques hivernales? Si tu me demandes personnellement, oui. Mais au point de vue de la Ligue, je vous écoutais parler, là. Puis là, vous parliez du match des anciens hier. Puis vous étiez tout excités. Moi, je ne l'ai pas regardé, là. Mais vous étiez tout excités de parler de ce qui s'est passé pendant le match, puis la faute au bomb, puis le... J'ai pas écouté le match. Le monde aime ça. Le monde en parle. Moi, j'aime pas ça. Ouais. Je trouve que c'est pas juste qu'il y ait une équipe qui soit pénalisée pour jouer sur une glace extérieure. Ben, il y a 2 équipes, on s'entend, là. C'est égal entre les 2 équipes, mais c'est pas égal avec les 28 autres équipes de la Ligue. La POC rebondit partout. C'est pas comme jouer. Oui, c'est le fun, c'est beau. Personnellement, moi, j'ai joué au hockey à l'extérieur où on grattait la patinoire puis on la déneiger, puis on avait toutes des pelles, puis après ça, on allait jouer. Oui, je me souviens de ça. Puis ça, c'était super le fun au hockey mineur. Mais au hockey professionnel, où il y a tellement d'argent sur la ligne, tu t'en vas là, puis Carey Price, il se casse une cheville en se déplaçant parce qu'il a pilé d'une craque. Qu'est-ce que ça fait, ça, pour les Canadiens de Montréal? Faut penser à l'ensemble. Ouais, moi, je suis un Afghan, man. Fait que moi, je débarque là-bas avec mes bombes puis je fais péter Batman. c'est trop gros pour un stage, là. Je comprends pourquoi la Ligue nationale le fait. Je veux dire, ils remplissent. Si jamais ça se produit à Montréal, là, penses-tu pour une seconde, Élie, que ça peut 35-40 000, pourrait avoir 70 000, ce stade-là, il se remplirait? Parce que le monde en mange du hockey, ils aiment ça du hockey, ils veulent le voir du hockey. Mais je suis 100% d'accord, puis je l'ai suggéré, ça fait des années que j'en parle, je suis complètement d'accord que ça devrait seulement être le match des étoiles qui est joué à l'extérieur. Moi, je pense que ça serait la baisse des choses pour pas brûler la recette qui semble déjà être réchauffée, selon moi. Oui, je trouve ça le fun qu'il y ait un match finalement à Montréal, mais je suis pas plus intéressé d'y aller. Le fait que je sache qu'il y a comme 25 000 billets aussi me turn off parce que je sais que ça va être des prix exorbitants pour aller geler le cul sur un banc de tôle. Je trouve que c'est une gimmick. Puis je trouve que c'est dépassé. Puis oui, si dans un contexte, pour fêter la fête, là, c'est supposé être la naissance de la Ligue. À la limite, c'est correct. Mais je trouve que d'en avoir 2 par année, ça devient lourd. Puis c'est ça sonne gimmick. Puis je trouve que c'est une façon encore de traire le fan qui est déjà à bout de monnaie parce que c'est déjà très cher. Anyways. Mais ça, c'est mon opinion là-dessus. Mais je regarde le temps. Il reste 3 minutes au show. Je veux vous entendre vite sur le championnat mondial junior. Daniel, particulièrement, je sais que toi, tu aimes les juniors. Je dirais pas que, ça veut rien insinuer. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ce tournoi-là, du fait que le Canada ait perdu contre les États-Unis, qu'ils soient plus favoris techniquement en théorie? Comment tu vois ça? Puis comment tu as trouvé ça, ce tournoi-là, si tu l'as suivi? Oui, c'est sûr, comme je l'ai déjà dit, bien souvent dans le temps des fêtes, je regarde plus souvent le championnat mondial junior que des fois le Canadien. Je sais que ça a l'air sacrilège, mais je suis un fan de hockey avant tout. Puis le championnat, écoute, bien franchement, là, je suis content que le Canada ait perdu hier parce que depuis 2-3 games, il trichait défensivement.
Ouais, Là, puis, j'espère. Discipline, calice de gag de Ah oui, ça n'a discipline. pas de sens. Là. C'est pour ça que je suis vraiment content qu'il ait perdu. Je me dis, ça, là, c'est un wake-up call. Là. C'est comme, garde, il y en a qui sont plus travaillants, il y en a qui veulent plus. Ben là, remettez-vous. Puis tu sais, c'est pas une équipe qui est hyper talentueuse, mais c'est une équipe qui a des joueurs, des travaillants, justement. Fait que là, ils ont comme perdu là, qu'est-ce qu'ils avaient besoin de faire. Fait que là, il faut qu'ils se resserrent défensivement aussi. Tu parles du Canada, là, qui ont des travailleurs qui travaillent pas, finalement? C'est ça. Ben, ils travaillent, mais ils trichent. Je travaille pour la Ils ville de trichent trop. Montréal. C'est ça, justement. Il y en a Ouais, un ça. qui fait la job, puis les autres le regardent, tu sais. Non, écoute. Puis, écoute, Pierre-Luc Dubois, personnellement, je suis déçu. Je m'attendais à plus que ça. Jake Aussi. Bean, le défenseur, je m'attendais à plus que ça. Carter Hart, le gardien de but, je m'attendais à plus que ça. Non, écoute, il y en a une Yannick couple... disait que c'était quasiment une faiblesse chez le Canadien, là, chez le Canada, en fait, Ben, le fait je pensais que Hart les allait goalers, là. Je pensais que vraiment il allait être solide. Hier, c'était Ingram qui était là. Il était Je mauvais. pense que c'est Hart qui aurait dû être là, Moi aussi. mais... Moi, non, j'ai pas- et j'ai Ingram compris n'était le pas mot. mauvais, il méritait aussi d'être là. Fait que, tu sais, Là, il a fait 2-2. J'ai pas Fait que compris. là, on tombe dans des matchs cruciaux. Puis je crois qu'il a enlevé une partie de confiance à Hart en l'envoyant hier, Ingram. Fait que j'ai mais un Hart gros a point juste d'interrogation. 18 ans aussi, là. Ouais, je sais, mais moi, j'ai arrêté avec Hart tout le tournoi. Puis j'ai revenu avec Hart l'année prochaine. J'ai hâte de voir quelle décision qu'il va prendre. Moi, je pense que Hart est supérieur à Ingram. En tout cas, ça, je l'appelle ingrat parce que je me rappelle jamais de son nom. Là, mais c'est Ingram. Là. Fait que, personnellement, je pense que Hart a de bien meilleurs atouts que l'autre. Mais je sens deux gardiens extrêmement nerveux. Je voulais juste, dans le fond, rajouter une mention au Danemark. Le Danemark, là, qui a réussi à finir deuxième de son groupe, écoute, qui a perdu contre la Suisse à la fin, mais qui a réussi à gagner contre la République tchèque, qui a réussi à gagner contre la Finlande, qui était horrible d'ailleurs. Là. Mais le Danemark, là, moi j'adore les underdogs, les équipes que personne ne voit nulle part. Puis eux autres, là, ils travaillent pour vrai. J'espère sérieusement que le Canada va regarder comment que le Danemark fait, là, parce que c'est ça qu'ils ont besoin de faire. Pareil. C'est une belle histoire, le Danemark. Faut l'avouer, J'aime ça, les histoires de même, moi. Oui, C'est ça le hockey junior. Mm-hmm. Tu vois une équipe de jeunes qui arrivent et qui n'ont rien à perdre, qui ont tout à gagner. Puis le Danemark, c'est ça. Il n'y a personne qui s'attend à rien, les autres. Là. Ben, calé qu'ils finissent deuxième de leur groupe. OK, les séries sont pas finies, mais c'est pas grave, ils sont dans les séries pareilles. J'ai dit en joke sur mon groupe avant hier, je disais, même Lars Eller ferait pas l'équipe du Danemark tellement qu'ils sont bons. Non, c'est comme une... C'est son père qui coach, fait qu'on va s'entendre qu'il serait là, c'est sûr. Là. Ouais, c'est clair. Mais c'est plate à dire, c'est pas très patriotique, mais le fait que le Canada perde, je pense que tout le monde trouve que c'est intéressant, malgré tout. Tu sais, on est tanné des games où ce que le Canada domine, puis le fait qu'ils perdent, justement, rajoute un peu de c'est rare, Ellie. Depuis 5 ans, là, le Canada est plus une domination. Là. Le hockey est rendu international. Hein. L'année passée, on a vu avec les Lane, les AO, puis les Puljärvi avec la Finlande. Cette année, la Finlande congédie tout le monde, puis sont relégués dans le deuxième groupe. Il faudra qu'ils fassent un tournoi pour se qualifier pour le pré-tournoi. Ouais, c'est fou. Contre là. la France, contre le Kazakhstan, mais compagnie. Là, on pensait jamais on aurait imaginé ça. Moi, j'ai vu cette équipe-là vraiment... on va le dire, s'écrouler. Je pense que ça a été vraiment mauvais comme équipe cette année. Là. Toi, JD, as-tu quelque chose à ajouter sur ça? Ben, je trouve le Canada, le match qu'il devait gagner, c'est le match contre le match d'hier. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que les équipes qui finissent premier ont habituellement plus de temps à se reposer dans ce tournoi-là. Donc, pour moi, c'est important d'avoir cet avantage-là. Quand le Canada gagnait ses médailles d'or régulièrement, c'était souvent ça qui faisait la différence. Là, les championnats juniors ont changé de quoi? Je pense que tu as une journée de congé entre les deux. Avant, si tu jouais back-to-back. Mais là, je dirais, par exemple, que le Canada, je ne dis pas que c'est impossible, c'est possible, mais qu'ils battent la Suède en demi-finale, ils n'auront pas le choix. Ça va être difficile de passer, ça va être difficile de se rendre là. Là, il va rester à savoir s'ils ont encore l'énergie et s'ils sont en santé. On parle de Myers qui a peut-être une commotion cérébrale et qui est dehors du tournoi. Un autre pas repêché, celui-là, qui va... Ça, il était bon, Myers. C'est un gros morceau, ça, pour l'équipe Canada là, en défense. Fait qu'il faut faire attention. Mais le prochain match... Je veux répondre au point de vue gardien. Hart, là... Vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, contre la Russie? Ce match-là aurait dû être 5-1. Il a alloué 2 buts faibles. Ouais. Des tirs du poignet en dessous du bras gauche, des tirs du poignet en dessous du bras droit. Coudonc,
Moi, il me fait penser à un fromage suisse, là, plein de trous. Ben, moi, personnellement, là, parce que Mais c'est peut-être le stress aussi. moi, je pense que c'est le stress. Dans les pré-saisons, les deux ont été. Ben, Hart a été absolument dominant. Je pense que les deux sont terriblement nerveux. Tu sais, Dans la Ligue de l'Ouest, Ingram est meilleur que Hart. Hart a des méchantes statistiques. Là. C'est un des meilleurs gardiens faciles. Ouais, c'est un des meilleurs gardiens au Canada. Tu sais, puis Hart, son idole, c'est Carey Price. Ils ont un peu le même style. Moi, c'est ce que j'aime de ces deux-là, mais je pense que c'était vraiment la nervosité parce que pré-saison, les préparatoires, t'as pas senti de nervosité dans leur jeu. Puis de jouer 18 ans devant des foules comme ici, c'est un autre challenge. Pour moi, c'est un autre challenge, vraiment un autre. À mon avis, Hart est supérieur à Ingram. À mon avis, on va voir la décision qu'il va prendre le coach. Mais le prochain match du Canada sera pas un match difficile. On va affronter les Tchèques, on va affronter la Suisse ou le Danemark. Je pense pas qu'il y ait rien là-dedans qu'on n'est pas supposé de perdre. Mais je pense que le parcours qui vient le plus difficile, c'est qu'au lieu d'avoir les Suédois qu'en finale, on risque de pogner les Suédois en demi-finale. Mais anyway, pour gagner ce tournoi-là, faut que tu battes les meilleurs. Donc c'est à eux autres à battre les meilleurs. That's it. Ah, carrément, Ouais, regarde. Je suis entièrement d'accord avec ça, moi. Il faut qu'il se lève. Il faut juste qu'il se lève. Écoute, moi, en partant, moi, je m'étais dit, c'est pas l'équipe qui a le plus de talent brut, qui a le plus de talent pur, sinon il aurait pris Samuel Girard, là, entre autres. Là. Mais c'est pas grave. C'est une équipe de joueurs qui sont relativement complets. Juste avoir le quatrième trio, le quatrième trio, façon de parler, là, mais Cirelli, Spears puis Dubé, ils sont fatigants à jouer contre, ils font tout bien. T'sais. C'est ça qui arrive. Ils sont pas super talentueux, mais ils font tout bien. C'est une équipe qui est équilibrée. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils trichent trop. Ils trichent défensivement. Ils reviennent pas assez vite. Ils font toutes des niaiseries. Là, fait que là, il faut vraiment qu'ils s'en remettent dedans. Là, parce que sinon, le tournoi il va se terminer plus vite qu'on pense. Ouais, il faudrait pas 2 ans en ligne là, parce que ça serait pas une bonne idée. Mais de toute façon, ils ont changé de président. En plus, la finale est à Montréal. Je me dis, au moins atteignez la finale. Faites tout pour battre les Suédois. Mais rendu en finale, ça serait peut-être une finale Canada-États-Unis. Ce qui serait incroyable. Ça serait parfait. Yannick, j'ai sorti les statistiques des deux gardiens. Ingram, il a joué plus que Hart. Il y a 766 arrêts contre 594 pour l'autre. Donc, à peu près 160 arrêts de plus. Hart a une meilleure moyenne de buts alloués, mais par contre, Ingram il a un meilleur taux de pourcentage d'arrêt à 935, le meilleur de la Ligue. 18 ans aussi, fait que, oui, puis ce qui arrive aussi, c'est les équipes, tu regardes le classement des équipes, la seule raison pourquoi que les Blazers de Kamloops sont en série comme c'est là, c'est à cause d'Ingram, tandis que les Silvertips sont favoris pour remporter l'Ouest, faut pas oublier. Ouais, puis c'est très défensif. C'est peut-être le syndrome, là, le même syndrome là, qu'on parlait là, de Fucale et de Poggi ici. Là. Ouais, peut-être. Fait que, non, c'est 2 bons gardiens. Là. Moi, j'aurais préféré McNiven à cause qu'il appartient aux Canadiens, mais c'est 2 bons gardiens, sauf que c'est pas des gardiens comme Carey Price dans le temps, c'est pas des gardiens élites. C'est pas des élites. Depuis une couple d'années, les gardiens de but là, du Canada mais l'année prochaine, Hart va être encore là, puis Hart, il y a beaucoup de comparaisons qui se font avec Price, puis il y a beaucoup qui disent que ça va être une future vedette dans la Ligue nationale. J'ai hâte de voir, mais l'année prochaine, je pense que ça va être une des forces avec Hart d'un but à 19 ans. McNiven va être là aussi, probablement. Il n'y a pas 20. McNiven. Il me semble. Il y avait 19. Il va peut-être cette dernière année, ouais. Mais il faudrait que je check sa date, là, parce que peut-être qu'il ne sera pas éligible. Ouais. OK, c'est pas grave. S'il n'est pas là, il n'est pas là. Il va en avoir d'autres, anyway. Bon, G, allez. Ben, les boys, c'est déjà la fin. On a déjà busté de 8 minutes. Encore une fois, on a busté. On vous en donnait plus qu'on est supposé. Je pourrais vous lancer sur une couple d'autres sujets, mais je sais que ça finira plus. Puis ma blonde veut manger. Ça fait que j'imagine qu'il faut finir ça là. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous nos panélistes et je vous remercie surtout nos auditeurs qui étaient là sur le chat. Je remercie nos auditeurs qui nous écoutent sur le podcast. Merci à toi, Yannick, d'avoir été sur le panel. Plaisir. Merci, Elie. Ben écoute, ça fait plaisir. Merci à toi, JD. Ça fait plaisir.
Merci à toi, Daniel, et bonne année. Je sais pas pourquoi je te le dis juste à toi, là. Ben là, c'est bien correct, pas de trouble, surtout qu'on se l'est dit tantôt. Là, mais regarde, je suis doublement content et non, regarde, ça m'a fait plaisir, moi aussi. Hey, Ellie. Ouais. Sèche. On vous rappelle de nous suivre sur Twitter ou à commercial HockeySL, sur Facebook, Hockey Sans Limite, allez downloader nos podcasts, inscrivez-vous aussi, vous pouvez vous abonner sur iTunes, Google Play, Réseau Web, vous pouvez nous trouver sur YouTube, allez lire nos articles au www.hockeysanslimite.ca. Nous autres, le prochain show, c'est mardi 3 janvier. D'ici là, prenez soin de vous autres, mangez, buvez, faites les fous. C'est la fin. Ça fait qu'on se revoit mardi